Merci d'être là. Vous, les autres, comprendront un peu plus tard, mais ils finiront par comprendre. Ils finiront par comprendre que ce thème est super intéressant, qu'il nous fera certainement de progresser, qu'il nous présentera de bonnes discussions, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est dans le cadre du plan d'action stratégique qui pose des ambitions dans 3 domaines, population et santé, expérience patient, et il semble avoir un automatisme dans la présentation. Vous pourriez la sortir, s'il vous plaît. Donc, les ambitions dans 3 axes, expérience patient, population et santé, et culture HRC. La culture HRC veut que nous investissions dans notre manière de travailler ensemble, de faire attention à comment nous faisons et comment nous progressons là-dessus. Population et santé veut que nous nous disons que nous ne sommes pas uniquement responsables de ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital, mais que nous sommes un des acteurs engagés et responsables de la santé plus globale de la population. Donc, nous avons des partenariats à cultiver avec d'autres, avec des gens qui sont ici aussi. Je vois notre collègue du réseau Santé au Léman. Salut. Nous sommes donc en lien avec les autres partenaires pour ensemble penser les trajectoires des patients. Et le 3e élément, c'est cette question d'expérience patient. Nous avons une définition de l'expérience patient, mais celle-là, j'aimerais bien qu'elle soit affichée. On le met un peu sous pression, notre jeune collègue. Parfait, merci bien. C'est une définition du Beryl Institute que je trouve relativement ouverte, et puis elle a l'avantage d'être plus simple. Des fois, les thématiques sont tellement nouvelles que les premières définitions sont atrocement compliquées. La somme de toutes les interactions façonnées par la culture d'une organisation qui influence les perceptions des patients dans le continuum des soins. Je me dis que si on regarde cette définition, on parle d'interaction. Donc, c'est fatalement tout l'hôpital qui est concerné. On parle de nos interactions à l'intérieur de l'hôpital. On parle de la culture d'une organisation. Et quand on parle d'une culture de l'organisation, nous voyons bien que ce n'est pas une question qui se décrète aujourd'hui pour demain matin, mais que c'est quelque chose pour le moyen long terme. Nous parlons des perceptions des patients. Quand on parle perception, on voit bien qu'on n'est pas dans une objectivité toute ciselée, mais dans une perception personnelle. Donc, on parle de dialogue, de rencontre, de débat avec les personnes. Et le dernier élément, le continuum des soins, ça nous renvoie directement à l'ensemble des partenaires autour, parce que les patients ne sont qu'un petit moment de leur trajectoire chez nous à l'hôpital et le reste du temps à la maison ou ailleurs chez nos partenaires. C'est ces éléments qui sont importants et c'est sur ces éléments aussi que la réflexion autour de l'expérience patient peut nous faire progresser ensemble. Donc, aujourd'hui, nous allons entendre Madame Straga, qui est fondatrice et présidente de Share Patient Experience, que vous allez peut-être présenter en 2 mots après. Ensuite, Dr Joan Escarabil, qui est responsable dans un hôpital du côté de Barcelone de l'approche de la dimension de la perspective des patients. Ensuite, nous aurons une table ronde pour laquelle nous rejoint Dr Christian von Plessen, qui est à l'Unisanté et qui réfléchit plus spécifiquement à ces questions auprès de nos collègues là-bas. Et Dr Alexandre Farin, collègue bien connu, responsable du service de gynéco-obstétrique chez nous. Voilà, excusez-moi, qui va nous rejoindre. Malheureusement, Stéphane Coindo, qui est un ancien patient partenaire de notre hôpital, ne peut pas nous rejoindre ce matin pour une raison qui lui est propre. Nous l'en excusons. Avec ça, on part tout de suite dans la confrontation des idées. Je vous en prie, Madame Straga. Donc, c'est celle-là pour avancer. Ouais. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je n'ai pas testé le micro. Super. Merci à M. Meucli, merci à Riviera Chablais pour cette invitation. Et je ne connaissais pas l'hôpital, je dirais l'infrastructure, donc je suis arrivée un tout petit peu à l'avance et j'ai fait le tour de l'hôpital par l'extérieur et puis je suis entrée
dans le hall d'entrée. Et les deux choses qui m'ont vraiment marquée, c'est d'une part de voir cette infrastructure qui est dans le paysage. Et en plus, on a la chance, en tout cas moi j'ai la chance, parce que je viens de Belgique, d'arriver à un moment où il fait très beau. Donc de voir ça de cette façon, une infrastructure hospitalière dans un paysage, c'est magnifique. Et deuxième chose, c'est cette sérénité qu'il y a dans le hall de l'hôpital. J'ose espérer que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, parce qu'il y avait du monde. Et c'est de sentir cette sérénité quand on arrive dans l'hôpital. Mais indépendamment de ça, vous allez entamer tout un cycle de conférences. Et ce cycle de conférences parle d'une invitation, une réflexion sur l'hôpital de demain. Mais l'hôpital de demain, vous l'avez déjà. Et pour moi, c'est super, honnêtement, et je dis ça d'une manière très, très familière, mais c'est super de se dire, dans la réflexion de l'hôpital de demain, on va tenir compte de la perspective du patient. Et donc, déjà, vraiment, bravo d'être là. Et je pense aussi que le fait qu'on soit en petit comité va nous permettre sans doute, s'il y a quelque chose qui n'est pas assez bien expliqué, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis au-delà de ça, après ça, on aura l'occasion aussi, même après la table ronde, d'en débattre et d'avoir des échanges là-dessus. Donc, Monsieur Mockley l'a dit, je suis présidente, c'est un peu pompeux toujours de dire ça, je suis présidente de SPX, Shared Patient Experience, et une des cofondatrices. On est 3 à avoir fondé cette association, qui est une association européenne, qui a déjà maintenant quelques années. Et vous voyez ici plusieurs de nos missions, mais en tout cas, l'objectif majeur, l'objectif principal de SPX, c'est de partager le plus largement possible et le plus rapidement possible toute initiative qui améliore l'expérience patient. Et dans ce contexte, de mettre en réseau, en relation, les institutions et les professionnels et les leaders qui ont envie de s'engager là-dedans aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif que nous poursuivons tous ensemble. Dans ce contexte, tous nos membres sont pour la plupart des institutions en santé, pas que des hôpitaux généraux. On a d'autres institutions qui sont en train de nous rejoindre. Vous voyez ici affichées quelques-unes des institutions. Et voilà, Riviera-Chablais est membre de SPX depuis le début, en fait. Et donc, c'est une très bonne chose aujourd'hui que je puisse vous rencontrer et en discuter de cette façon avec vous. Et vous pouvez voir aussi, parmi la liste des membres, que Hôpital Clinique fait partie aussi de nos membres. C'est l'hôpital de Joanne qui va parler juste après moi. Et donc, puisqu'on est un petit comité, je vais essayer, comme je vous ai dit, d'être le plus clair possible et je dirais pas simpliste, mais simple dans l'explication que je vais vous amener ici. Il y a plus ou moins une dizaine d'années, M. Michael Porter a écrit un papier, a écrit un texte dans lequel il pose une question qui est une question fondamentale et qui est toujours fondamentale aujourd'hui, qui est finalement, c'est quoi la valeur dans la santé. Et donc, comme M. Michael Porter est quelqu'un de très intelligent, non seulement il pose la question, mais dans son papier, il donne quelques réponses. Et donc, ça, c'est bien. Et parmi les réponses, il y en a une, à l'époque, que j'ai conservée et que je conserve toujours aujourd'hui, où il dit « Si vous voulez produire de la valeur, et si vous voulez produire plus de valeur, parce que c'est ce que nous voulons tous, eh bien, il faut identifier ce qui est important à faire dans tout ce que vous faites aujourd'hui, et c'est ça qui est malin, et abandonner tout le reste. » Et donc là, évidemment, quand je vous dis ça comme ça, vous dites, oui, c'est simple à dire, voilà, c'est une phrase, ce sont des choses qu'on écrit dans un papier, mais gardez ça en tête, donc identifiez ce que nous faisons tous et gardez les choses les plus importantes et osez, finalement, parce que c'est ça, c'est oser abandonner tout le reste. Et donc, dans ce contexte, finalement, c'est quoi la relation qu'il y a entre cette recherche de valeur et l'expérience patient? Bien, il y a maintenant, je dirais, dans les années 90, j'étais jeune infirmière. Et à l'époque, je travaillais dans un quartier opératoire. Et les professionnels qui m'entouraient, moi-même, on était des acharnés j'ai envie de dire, de faire les choses le mieux possible, d'appliquer, de chercher, de trouver les meilleures techniques. Et surtout d'être certain que ce que nous faisions était la meilleure chose à faire à l'époque. Et donc, dans ce contexte, et vous savez, j'imagine,
dans cet auditoire, vous savez que dans ce contexte, tous les professionnels cherchaient à l'époque ce qui était de la médecine évidente. Et aujourd'hui, cette médecine évidente, les soins basés sur la médecine évidente existent toujours et ont fonctionné de cette façon-là. Et je me souviens très bien que j'étais toute jeune infirmière et on m'a envoyée à une formation pour que je puisse faire de la recherche et que je puisse savoir taper sur l'ordinateur et chercher les derniers articles qui allaient m'aider dans ma profession au quotidien. Et donc, c'était quelque chose qui était hyper important et pour nous, ça avait de la valeur. C'était vraiment ce que pour nous, ce qui représentait réellement la valeur à l'époque. Dans ce contexte, en fait, assez rapidement, on a compris qu'il fallait qu'on mette ça ensemble en tant que professionnels et qu'on puisse en discuter entre nous et puis finalement exploiter cette médecine basée sur l'évidence. Et très rapidement, on a dit, mais en même temps, il faut améliorer la qualité des soins. Et donc ça, vous connaissez ça, dire, voilà, on travaille en qualité, mais il faut que cette qualité soit améliorée et on doit veiller à la qualité. Et donc, très rapidement, sont arrivés aussi des responsables de la qualité. Et juste après, on a dit, on travaille sur la médecine évidente, on travaille à améliorer la qualité et on veut aussi une meilleure sécurité pour nos patients. Et donc, voilà, ces trois aspects rassemblés faisaient qu'on était tous sûrs, et nous sommes tous sûrs aujourd'hui, en tant que professionnels, de faire ce qu'il y a de mieux pour nos patients, pour leur environnement, pour les proches, etc. etc. Et avec ces trois aspects, on a dit, c'est génial, puisqu'on fait les choses très bien, on va mesurer la satisfaction. Il est évident que comme on fait les choses très bien, plus que probablement, les patients seront satisfaits. On n'a pas mesuré la satisfaction des professionnels. On a mesuré, et on mesure toujours la satisfaction des patients. Mais on mesure la satisfaction des patients sur base de critères qui ont été réalisés sur 30 années, qui ont été réalisés par les professionnels de la santé. Et donc, je dirais que le problème, et je dis « je », mais ce n'est pas moi qui dis ça. Le problème, c'est que quand on mesure la satisfaction, on n'est pas certain que dans ce qu'on fait, on crée la valeur et que ce soit la valeur que le patient souhaite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la valeur, c'est un rapport entre les outcomes et le coût. Et à nouveau, là, ce n'est pas moi qui dis ça. Je ne suis pas économiste. C'est des gens comme M. Porter. Et ils disent, voilà, si vous voulez créer de la valeur, c'est cette relation-là que vous devez comprendre. Ce qui se passe, c'est que les outcomes, c'est l'expérience patient qui va vous dicter et qui va vous dire si finalement ça a du sens ou pas. Et là, je m'arrête un instant sur le mot expérience patient. En fait, en réalité, ce sont deux mots. Et comme toujours, quand on traduit les choses du monde anglo-saxon, c'est jamais très bien traduit. Et en fait, en français, on n'a rien trouvé de mieux de dire c'est l'expérience patient. Sauf que ce n'est pas l'expérience au sens où nous l'interprétons, avoir une expérience. C'est finalement la vie du patient, ce que le patient vit. Et quand je dis le patient, ce sont le patient et les proches. L'expérience patient, c'est l'ensemble de ce que le patient vit. Et j'ai envie de dire que si on faisait un petit peu une extrapolation de ça, on pourrait dire c'est le patient expériencé. Mais malheureusement, ça n'existe pas en français. Mais quand vous entendez ça de cette façon-là, ça a un tout petit peu plus de sens que de dire expérience patient. Et donc, en fonction de ça, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de valeur, on parle de l'expérience patient, et pourquoi est-ce que pour nous, les professionnels, c'est si important finalement de faire ça ? Parce que cette fameuse valeur, on n'a pas entendu aujourd'hui pour la mesurer ou pour l'observer. Décennie après décennie, l'ensemble du système de santé, dans l'ensemble du système de santé, on a regardé ceux qui produisaient de la valeur. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que décennie après décennie, le risque est transféré chez les prestataires. Et en fait, les prestataires, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et donc, qu'on le veuille ou pas, le système de santé global nous contraint, nous, en tant que prestataires, à être très, très, je dirais, attentifs à ce qui produit de la valeur ou pas. Et donc, dans ce contexte-là, ce que je vais vous dire après aura peut-être un tout petit peu plus de sens.
Là, juste avant de continuer, je vais vous lire un tout petit extrait d'un livre qui a été écrit par Delphine Horviller. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est rabbin, et la majeure partie de son temps, en fait, elle accompagne les familles endeuillées. Et donc, elle a écrit un livre où elle explique son métier, finalement, ce qu'elle fait. Et au moment où elle écrit cet extrait, en fait, elle vient de recevoir un appel téléphonique du mari de sa meilleure amie. Et le mari de sa meilleure amie vient de lui annoncer que donc, sa meilleure amie est très, très malade et qu'elle va probablement mourir. Donc, elle dit « Sa femme et mon ami », donc vous avez compris que sa femme et mon ami, c'est la même personne, « Sa femme et mon ami viennent de déménager sans avoir bougé d'un centimètre. Elles viennent de s'installer dans un monde parallèle au nôtre, celui où vivent ceux qu'on appelle les patients. Ce monde, dans la sphère médicale, vous fait prendre villégiature dans les salles d'attente. Au cœur de la sphère amicale, il vous ouvre les portes d'un autre univers, un territoire où dorénavant, on va parler beaucoup de vous et de moins en moins avec vous. Et donc, cette dernière phrase, parler beaucoup de vous et de moins en moins avec vous, je souhaiterais aussi que vous la gardiez dans votre tête, dans un coin de votre tête. Et donc, je reviens à cette valeur qui dépend de la perception des patients. Eh bien, oui, elle dépend de tous les résultats ressentis par le patient tout au long de son parcours. Et tout à l'heure, M. Meucli a dit, ben voilà, on commence un cycle de conférences, on va parler de l'expérience patient aujourd'hui, mais on va aussi parler de l'hôpital et de la place de l'hôpital, non pas uniquement dans le système de santé, mais dans la société. Et donc, la valeur dépend de la perception du patient qui vit sa santé dans la société de manière globale, pas simplement par le prisme de l'hôpital dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ça dépend aussi des conditions dans lesquelles se déroulent les prestations. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé des conditions selon les standards des professionnels, mais ici, ça dépend des conditions dans lesquelles se déroulent les prestations selon les normes de vie du patient et de ses proches. Ça dépend de l'ambiance qui règne parmi les professionnels au sein des équipes. Cette dernière phrase, je vais m'y attarder aussi, c'est parfois un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui est un petit peu tabou. Et on a tendance à se dire, ou en tout cas à se laisser dire, que dans les hôpitaux ou dans les systèmes de santé, on a des gens qui sont empathiques, des professionnels qui veulent aider, etc. Et finalement, tout est bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'on oublie que ça reste une structure, une organisation, comme une autre organisation, qu'on le veuille ou non, avec des êtres humains. Et donc, c'est une organisation dans laquelle il y a des équipes, avec chacun ses ambitions personnelles, ses envies personnelles, sa vie personnelle, et on ne s'entend pas tous entre nous. Sauf que, quand vous êtes patient, le trigger de sensibilité du patient est vraiment particulier. Et donc, le patient, mais aussi ses proches, fonctionnent comme une espèce d'éponge. Et donc, quand le patient se trouve parmi cette ambiance, je dirais, de l'hôpital, d'un cabinet, où il sent qu'il y a une discordance, quelque chose qui ne fonctionne pas entre différents professionnels, c'est compliqué pour lui après de se dire, bah, tiens, est-ce que ce que je viens de confier aujourd'hui à l'infirmière de nuit parce qu'elle a un peu plus de temps et qui est super important pour moi, est-ce que je peux être certain que ça va être transmis demain matin à l'autre partie de l'équipe, alors que je sais qu'elle ne s'entend pas avec cette autre personne. Et donc, cet aspect-là d'exemplarité, c'est pas juste « je suis exemplaire dans ce que je fais les choses correctement ». Il faut être attentif à ce qu'on dit et à son comportement lorsqu'on génère ce genre de situation. Alors, pardonnez-moi pour le... Je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est un peu chevauché, pardonnez-moi. Ce slide, je veux juste vous dire qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour essayer, en tant que professionnel, de faire les choses bien pour les patients. Bien sûr que depuis toujours, on a envie de ça. Depuis toujours, on fait le meilleur, le mieux possible pour que les patients soient pris en charge correctement. La seule chose que nous disons aujourd'hui, c'est qu'on fait les choses pour les patients, mais pas toujours avec eux, pas toujours réfléchi avec eux. Alors, je sais aussi
En tout cas, j'imagine ce qui se passe dans vos têtes. Vous dites, c'est pas toujours possible. Claire, entièrement d'accord. Mais je pense qu'il faut être conscient que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on l'a fait du mieux qu'on peut et on va continuer à le faire de cette façon-là, mais que peut-être, aujourd'hui, on doit se dire, il y a un interlocuteur supplémentaire avec lequel on doit agir dès le départ. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important l'expérience patient aujourd'hui? Parce qu'en fait, le patient, il est d'abord un citoyen. C'est une évidence. C'est vous, c'est moi, on est tous citoyens de la ville, citoyens du monde, comme on dit. Et dans ce contexte, le citoyen, il a des réflexes. Et ces réflexes sont des réflexes d'apprentissage de consommateur. L'immédiateté, la personnalisation, la transparence de l'information et surtout la volonté de participation. Ce sont des aspects avec lesquels nous vivons tous les jours. Et donc, quand on est un citoyen, on décide aujourd'hui de manger correctement ou pas. On dit healthy ou pas. On décide de faire du sport ou pas. On décide de fumer ou pas. On décide de prendre de l'alcool ou pas. Donc, toutes ces décisions, je les prends moi-même, pour moi-même. Pourquoi est-ce que, quand je suis malade, je perdrais ce discernement? Pourquoi est-ce que, juste à ce moment-là, je devrais me confier entièrement à la sphère médicale, à la sphère des soins, et subitement perdre tout discernement? À nouveau, une question. Voilà, il n'y a pas une réponse particulière, mais c'est une question qu'on peut garder dans son esprit. L'accès à l'information, vous savez, est majeur, et surtout, l'utilisation des technologies évolue sans cesse. Elle évolue et elle se simplifie. L'accès à la technologie, il y a 10 ans, je parle de moi-même à nouveau, l'accès que j'avais à la technologie il y a 10 ans, les choses qui me paraissaient compliquées il y a 10 ans le sont beaucoup moins aujourd'hui. On a des plus jeunes que soi qui nous expliquent comment les choses fonctionnent, et donc cette accessibilité à la technologie évolue, et le monde de la technologie nous incite aussi à utiliser ces systèmes parce que c'est beaucoup plus facilité aujourd'hui. Et enfin, bon, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, toute la société s'adapte à ce phénomène. Alors à nouveau, quelle arrogance de penser que la santé ne va pas s'y adapter de la même façon. Alors, la question, c'est pourquoi s'engager dans l'expérience patient aujourd'hui? Eh bien, probablement que si on revient au premier slide, c'est pour être certain qu'on va identifier le besoin réel, en tout cas, on va s'en approcher le plus possible, l'attente, et d'être sûr que ce qu'on veut satisfaire, c'est ce qu'on doit satisfaire. Pour considérer le patient comme une personne avec son histoire propre, j'ai mis l'écouter sans l'interrompre. Vous savez qu'il y a ce fameux livre qui est sorti où il y a un médecin qui explique qu'au bout de 23 secondes, les professionnels interrompent les patients et les proches quand ils veulent expliquer leur histoire. Mais dès le départ, quand il y a une relation entre un patient et un professionnel de santé, quel que soit le professionnel de santé, il y a ce qu'on appelle une asymétrie. Cette asymétrie, elle est provoquée par le fait que le professionnel, c'est celui qui sait, c'est celui qui a étudié, c'est celui qui a appris, c'est celui qui continue à se former, c'est celui qui apprend de ses pairs. Et donc, lui, il sait, il connaît la maladie de manière professionnelle. Tandis que le patient, c'est celui qui a mal, qui découvre sa pathologie, qui découvre sa douleur, qui souffre, qui doit peut-être abandonner quelque chose parce que du fait qu'il ait contracté une maladie. Et donc, si nous parvenons dès le départ à diminuer cette asymétrie, et il y a des façons de le faire, on va augmenter la confiance parce que cette confiance est primordiale dans la relation de soins, quelle qu'elle soit. Et donc, si vous augmentez la confiance de votre patient, si nous parvenons à réaliser et à augmenter la confiance du patient, on parvient par le même temps à diminuer son niveau d'angoisse. Parce qu'un patient, c'est quelqu'un qui est anxieux. C'est quelqu'un qui découvre quelque chose qui ne lui était pas assigné au départ. Et donc, toute cette incompréhension, en tout cas une grande partie de l'incompréhension,
provient de l'anxiété provoquée par la méconnaissance de la maladie. Et donc, pour mieux communiquer, il faut s'adresser aux patients, il faut avoir évidemment et vraiment humblement, sachez qu'ici, je ne suis pas en train de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, parce que ça donne cet aspect-là. C'est une discussion que j'ai avec vous, et je sais aussi que tout le monde a des attitudes et qu'on évolue dans ces attitudes. Mais ce qui nous semble aujourd'hui important, c'est de se dire que la capacité de communication, ce n'est pas une compétence qu'on doit juste avoir en plus, et que c'est génial si on l'a en plus. Quand on est soignant, quand on a décidé de soigner les gens, quand on a décidé d'accompagner les gens, parce que c'est valable aussi pour les assistants sociaux, par exemple, qui ne soignent pas en temps réel, mais qui accompagnent les patients en difficulté, quand on a décidé d'entrer dans ce métier, la capacité de communication doit faire partie des compétences de base, et c'est une compétence qui doit être améliorée au fur et à mesure, comme n'importe quelle autre compétence qu'on veut améliorer pour devenir le meilleur professionnel qu'il soit. Pour innover, créer, développer la compassion. Et là, je m'arrête à nouveau parce que je m'arrête sur le mot innovation. Innovation, c'est innovare, c'est faire du nouveau à l'intérieur. Mais ce n'est pas juste faire le nouveau. Si vous voulez être sûr d'innover, il faut que ce que vous faites de nouveau, ce que vous produisez de nouveau, vous ou dans l'industrie, peu importe, soit applicable au plus grand nombre. Et seulement si c'est nouveau et que c'est applicable au plus grand nombre, on peut considérer que c'est une innovation. Et dans le cas de l'expérience patient, ça va de soi, puisque c'est applicable à tous les patients. Pour gagner du temps, éviter de perdre de l'énergie. Qui, parmi vous, n'est pas arrivé au boulot en se disant « mais ça, j'ai pas envie de le faire. Ça fait 20 ans que je dis qu'il ne faut pas faire ça de cette façon-là. Ça fait 20 ans qu'on m'oblige à faire ça de cette façon-là. À un moment, ça suffit, mais on le fait quand même de cette façon-là. » Et donc, cette perte d'énergie et ce sentiment qu'on fait les choses parce que ça a toujours été de cette façon-là et qu'on n'a pas cette force de pouvoir la changer, avec l'expérience patient, c'est possible. Pour donner plus de sens à son travail, c'est une deuxième façon de dire les choses, pour contribuer à l'amélioration des résultats cliniques, de plus en plus d'articles expliquent que quand vous prenez en considération la perspective du patient dès le départ, la compliance du patient est améliorée, et donc les résultats cliniques également. Et enfin, pour conserver et attirer des patients, ça me semble aussi évident. Alors, pour être très, très honnête, parce que si on dit il faut le faire et on est un peu militant et c'est comme ça qu'il faut faire, pourquoi ne pas s'engager ? Parce qu'en fait, on peut aussi, en tant que professionnel, se dire, le patient ne veut pas ou il n'est pas capable de comprendre ce que je suis en train de lui expliquer. Oui, c'est clair, oui, ça existe, des patients comme ça, ou des patients qui ne veulent pas savoir, ils disent, c'est le docteur qui dit, c'est l'infirmière qui dit, et moi je ne veux rien savoir, je veux juste suivre le traitement. Oui, ça existe. Et donc, OK, on est OK avec ça. Mais ce n'est pas la majorité aujourd'hui. Et donc, cet aspect-là, à nouveau, c'est quelque chose que je vous demande de garder à nouveau dans votre cerveau. Alors, ce que j'entends souvent aussi, c'est on le fait déjà. Le patient, il est au centre de nos préoccupations, donc je ne vois pas très bien ce qui a changé. OK. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas encore assez de temps pour faire ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, comment faire encore quelque chose d'autre qui serait de faire de l'expérience patient ? Rappelez-vous, identifier ce que je fais, qu'est-ce qui est important et laisser tomber le reste. Cela va nécessiter de ressources supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Et à nouveau, là, je souhaite m'arrêter parce qu'on sait à quel point, dans les hôpitaux en particulier, on a des difficultés en termes de ressources humaines, c'est quasi général, et le fait d'amener quelque chose de nouveau, ça fait peur. Et on dit, mais non, mais allez, c'est pas possible, je dois gérer ça, 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 ça et ça, et maintenant, voilà, au niveau de la direction, on me demande de faire ça, c'est pas possible. Dans les expériences que j'ai pu mener, je vais vous donner quelques exemples à la fin de cette présentation. Il est clair, je vous mentirais si je ne vous disais pas qu'au début, oui, ceux qui ont envie de s'engager là-dedans, on a l'impression de faire plus. C'est vrai. Mais cet espace-temps ne dure jamais. Et quand je dis ne dure jamais, je peux vous dire que cet espace-temps ne dépasse pas 3 mois.
Et donc, pendant ces 3 premiers mois, oui, c'est pas que le sentiment, on fait plus. Mais sur une année, il y a des périodes comme ça où vous faites plus. Vous faites plus. Une fois que vous avez commencé à voir les résultats, en fait, il y a un transfert de ressources. Et donc, ce que vous faisiez auparavant, vous l'avez laissé tomber, et les ressources s'engagent dans l'expérience patient d'une autre façon. Et donc, il n'y a pas d'augmentation des ressources. Et ça, je peux vous le garantir. Et donc, c'est vraiment une autre méthodologie, une autre façon de penser. Et quand on voit les résultats, eh bien, c'est vraiment cette roue de Deming, et c'est vertueux. Et ça s'augmente de cette façon-là. Alors, c'est une stratégie purement marketing qui ne durera pas. Il y a 3 ans, à peu près, quand j'étais invitée, comme aujourd'hui, à parler de l'expérience patient, j'étais invitée, en fait, surtout à expliquer c'est quoi l'expérience patient, qu'est-ce que ça co. Aujourd'hui, quand je suis invitée, eh bien, c'est ce que je fais avec vous, j'explique. Oui, il y a une partie de c'est quoi l'expérience patient, mais à la limite, vous pouvez googliser et ce sera encore probablement mieux expliqué. Mais aujourd'hui, c'est comment on fait de l'expérience patient. Et très sincèrement, je pense que dans 3 ans, si je suis toujours invitée, eh bien, face à l'auditoire, je dirais, mais c'est quoi que vous attendez? Dites-moi pourquoi vous ne faites pas de l'expérience patient. Tout le monde en fait. Qu'est-ce qui se passe que chez vous, vous n'en faites pas? Donc, c'est vraiment cette idée. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas du branding, ce n'est pas du marketing, ça ne va pas passer. À Barcelone, chez Joanne, la semaine passée, il y a eu une conférence sur l'expérience patient. Ils font ça chaque année. Il y avait 500 personnes qui étaient intéressées par cette thématique. 500 personnes. Donc, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui va passer. Je suis ici aujourd'hui. Samedi prochain, je suis invitée dans un congrès de chirurgie de transplantation. Et donc, je dois vous avouer que la première fois, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ils se sont trompés. Ils me demandent de venir parler de l'expérience patient. Pas du tout. Donc, ce sont des chirurgiens, des anesthésistes qui font de la transplantation, qui veulent savoir, qui veulent connaître et en savoir un peu plus sur l'expérience patient. La semaine prochaine, mardi, je suis à Lille, où c'est un congrès de technologie sur 2 jours. Et là, à nouveau, ils ont dit, mais on veut connaître votre avis sur l'expérience patient. Rassurez-vous, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une personne qui intéresse les gens, c'est l'expérience patient. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va passer, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Alors, ce que j'entends souvent aussi, ça concerne les services support. C'est toujours le problème de l'informatique, de la communication, de l'IT, de la logistique. Mais voilà, non, c'est un problème qui est global. Un hôpital, une institution de soins, c'est un groupe, on travaille tous ensemble et ce n'est pas que le problème de certains. Et ça, vous l'avez compris, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure, en début de présentation, que la qualité, c'est des standards de professionnels, l'expérience patient, c'est la perspective des patients, etc., etc. Alors, par quoi commencer? Ce slide, vraiment, je le passe de cette façon-là. Il y a plein de choses qui vont vous parler. Je ne sais pas si on va vous distribuer les slides après, mais vous verrez qu'il y a plein de domaines qui vous concernent. Et donc, dans ces domaines, tous ces domaines, et je ne sais pas, il y en a peut-être 10, 15, là, comme ça, on fait de l'expérience patient aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les institutions de soins. Et on améliore ces aspects-là par l'expérience patient. Enfin, pour être très pragmatique, je vais passer à trois exemples d'hôpitaux que j'ai eu la chance d'accompagner. Un exemple en endocrinologie. Je commence par celui-là parce que ça m'amuse toujours. Dans ce service, en fait, le chef de service avait reçu une plateforme qui permettait de suivre à distance dans son hôpital les patients et leur glycémie. Et donc, il avait le souhait que tous les patients qui sont hospitalisés, je parle ici d'hospitalisation, tous les patients qui sont hospitalisés soient au courant qu'ils pouvaient être suivis par les endocrinologues de l'hôpital. Et donc, il vient me trouver et me dit, écoute, voilà, j'ai écrit une belle lettre, un beau courrier, et j'aimerais qu'on mette ça dans la phare d'admission pour le patient et qu'il lise mon courrier. Vous savez, cette phare d'admission, il y a déjà 35 feuilles où le patient ne sait pas très bien par quoi il doit commencer, et il voulait que je rajoute un courrier supplémentaire. Donc, je dis, écoute, peut-être qu'on peut essayer de voir les choses un tout petit peu différemment. Est-ce que tu es d'accord qu'on interroge un petit peu les patients et qu'on voit un peu quels sont leurs besoins? Est-ce que, de toute façon, ça fait des mois que tu veux que ce courrier soit dans la phare? Est-ce que tu peux encore attendre un tout petit peu, qu'on essaye un peu de voir? Et en fait, en interrogeant les patients,
qui étaient hospitalisés, il y avait une grosse frustration chez les patients hospitalisés dans cet hôpital pour tout à fait autre chose que l'endocrinologie, parce que leur diabète n'était pas pris en considération correctement dans la salle de chirurgie, dans la salle de gynécologie, et qu'ils se sentaient dépossédés de leur pathologie, et qu'en plus, finalement, dans l'hôpital dans lequel ils voyaient leur endocrinologue, tout le monde s'en fichait de leur diabète, quoi. Et donc, quelque part, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc on a dit, mais comment on va faire pour que cet aspect-là soit rencontré chez les patients, alors qu'en plus, on a une plateforme qui permet de suivre leur glycémie. Donc en réfléchissant avec les patients, avec l'équipe d'endocrinologie et avec le service des admissions, on s'est rendu compte que le mieux, ce serait qu'on puisse se dire, le patient qui arrive à l'inscription à l'admission, on doit savoir s'il est diabétique ou pas. Et donc, s'il est diabétique, on va lancer un processus, et s'il ne l'est pas, voilà, il ne l'est pas. Oui, mais le problème, c'est qu'à l'admission, ce sont des administratifs. Et donc, ils ont beau travailler dans un hôpital, mais un patient, et en plus diabète, c'est quoi? Et donc, on a décidé, avec l'équipe d'endocrinologie, qu'ils allaient expliquer à l'équipe de l'admission ce que c'est qu'un patient diabétique et en quoi c'est important que sa glycémie soit bien suivie une fois qu'il est hospitalisé, puisqu'en plus, comme vous le savez, la glycémie est perturbée par son hospitalisation. Et donc, c'était la première fois qu'il y avait une rencontre entre le monde médical et le service administratif. Il y avait une quinzaine d'administratifs aux admissions. Et donc, ils étaient très contents, évidemment, qu'on vienne leur expliquer ça. Et ils ont dit, mais oui, nous, on veut participer à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, on a concocté ça, on a réfléchi ensemble, et ils devaient poser la question, êtes-vous diabétique ou non? Et oui, non. S'ils étaient diabétiques, ils étaient encodés dans le système de l'hôpital en tant que diabétiques, donc il y avait un flag. Et ensuite, vous êtes diabétique, est-ce que vous êtes suivi par un endocrinologue de chez nous? Oui ou non? Et le nom de l'endocrinologue, ou si c'était non, le nom de l'endocrinologue à l'extérieur. Ce faisant, il y avait quelques recommandations que l'équipe des admissions devait aussi donner aux patients. Donc, il y avait vraiment une alchimie qui s'est installée. Et derrière ça, de l'équipe des endocrinos, on a dit, OK, vous êtes tous les endocrinos de l'hôpital, plus les infirmiers éducateurs en diabète. Et donc, nous, on veut aussi qu'il y ait une amélioration par rapport aux patients qui sont hospitalisés. Donc, nous, on attend de vous que, une fois qu'ils sont flagués, vous avez la liste qui sort tous les jours, donc vous devez suivre la glycémie et adapter. 2, quand le patient est hospitalisé à J1, il y a un endocrino qui va le voir. Et donc, les endocrinos, ou un endocrino, ou un infirmier spécialisé, se déplacer dans la chambre du patient pour aller rencontrer le patient en disant, écoutez, vous êtes hospitalisé pour une prothèse de hanche, mais sachez que aucun problème, on suit votre diabète. Si vous avez quoi que ce soit, vous faites appel à l'équipe ici, on nous appelle, on vient vous voir, et on vous prend en charge de cette façon-là. Et enfin, dernier point, on a décidé que quand il y avait un patient qui n'avait plus pris rendez-vous depuis X temps en endocrino, il partait avec une proposition de rendez-vous quand il quittait l'hôpital. Et donc, bingo, parce qu'en fait, satisfaction du patient, satisfaction de l'équipe de l'admission, satisfaction de l'équipe des endocrinos, au bout de 18 mois, 10% de patients supplémentaires en endocrino. Je ne dis pas que c'est ça qui a amené les 10%, honnêtement. Mais c'était curieux, c'est la première fois qu'on avait plus de patients dans cet hôpital. Et donc, voilà, en partant de quelque chose qui est de « je veux, moi, en tant que chef de service, donner ce courrier », on arrive à tout à fait autre chose. Alors vous allez me dire, ça a pris combien de temps? Ça a pris 6 mois, entre le jour où il a présenté le courrier et le jour où on a démarré. Je ne sais pas si en termes de timing, j'ai encore le temps pour le 2 minutes. OK. Alors, je vais vous donner encore cet exemple-là. Et comme ça, après ça, je m'arrête. Vous aurez le 3e exemple et on peut en discuter après. Néphro. Ce service de néphro devait déménager. Et donc, tout le service allait déménager. Manque de peau, dans le lieu où ils allaient déménager, la surface était plus petite. Et donc, ça faisait 6 mois qu'il y avait des discussions entre l'équipe de néphro et l'équipe de l'infrastructure, de la construction, parce qu'en fait, les patients qui venaient pour une dialyse, après leur dialyse, vous savez qu'ils viennent 3 fois, 4 fois par semaine pour la dialyse, après leur dialyse, recevaient un repas à l'hôpital, dans cet hôpital. Et donc, ils mangeaient ensemble dans une espèce de salle à manger. Et en fait, l'équipe de néphro disait « on doit absolument avoir cette salle à manger dans le nouvel espace ».
Et l'équipe d'infrastructure disait non, c'est pas possible, on n'a pas d'espace. La salle à manger, c'est vraiment pas possible, il faut trouver un autre système, il faut qu'ils aillent manger ailleurs, dans un autre réfectoire, etc. Donc, au moment où on intervient, 6 réunions pour essayer de trouver cet espace, pas moyen de trouver cet espace. À nouveau, qu'en pensent vos patients? Personne ne s'est demandé, non, c'est clair que les patients veulent manger, on ne voit pas pourquoi il faut les interroger, ce serait peut-être quand même bien qu'on leur pose la question. Et donc, on a posé une question qui est assez simple. Une fois votre dialyse terminée, une seule bonne réponse, je souhaite au plus vite rentrer chez moi, j'aime prendre mon temps, j'aimerais pouvoir rester manger quelque chose à la clinique. 82% de leurs patients, en fait, souhaitent rentrer chez eux le plus rapidement possible. Ils n'avaient pas envie de rester manger à la clinique. Et donc, ce qui s'est passé après ça, c'est que, comme je vous dis, on a eu les résultats très, très rapidement. Non seulement il n'y avait plus besoin de cet espace pour la nouvelle salle à manger, en discutant avec les patients, il s'est avéré que la salle d'accueil, par contre, était trop petite. Et donc, comme on n'avait pas besoin d'avoir cet espace pour la salle à manger, ils ont décidé d'avoir une salle d'accueil qui était beaucoup plus cosy, beaucoup plus large et beaucoup plus confortable. Et ils ont acheté un énorme frigo, vous savez, ces énormes frigos où on voit ce qu'il y a dedans, et ils ont mis les repas sous vide, et le patient partait avec son repas sous vide après sa dialyse chez lui. Et donc là, on a donné quelques résultats patients. Il y a un autre exemple au niveau des urgences que je vais passer, mais c'est du même acabit. Et enfin, je termine par un extrait de ce livre. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on atteint un certain âge, comme moi, j'ai 52 ans maintenant, bien on se dit, la philosophie que je ne comprenais pas quand j'avais 15-20 ans, on voulait me faire lire de la philosophie, je ne comprenais absolument pas. Bien, en vieillissant, on s'intéresse beaucoup plus à la philosophie. Et donc, dans ce bouquin, qui a été écrit il y a très très longtemps par Georges Canguilhem, tout ce qui est écrit, c'est comme s'il nous parlait aujourd'hui. Et c'est tellement transposable à la façon dont on accompagne et appréhende les patients aujourd'hui que ça en est remarquable. En tout cas, la dernière phrase, en tout cas les 2 dernières phrases que je souhaite lire avec vous, c'est « Être malade, c'est aussi avoir un rapport maladif à la santé. Et être en bonne santé, c'est avoir un rapport sain à la maladie. Et en effet, guérir de ce point de vue n'est pas revenir à l'étape qui précédait la survenue de la maladie. Guérir, c'est innover et c'est embrasser une vie nouvelle. Je vous remercie parce que vous avez tous été super attentifs, vraiment. Merci beaucoup, Madame Straga. Je vous en prie, Dr Escarabile, pour nous amener un peu plus dans le concret de comment l'hôpital a évolué. On vous écoute. D'abord, merci pour votre invitation. Je m'excuse parce que je parle le catalan un peu plus mieux que le français. Et je vais essayer de partager avec vous l'expérience de l'hôpital clinique. L'hôpital clinique de Barcelone, c'est un hôpital qui vient du Moyen-Âge, mais le moderne hôpital à Saint-Ouen, c'est un hôpital universitaire avec beaucoup d'activités. Vous pouvez voir ici les chiffres. Et c'est un hôpital très intéressé pour l'éducation, bien lié avec l'Université de Barcelone. Et pour la recherche, il y a beaucoup de gens qui travaillent en recherche à l'hôpital. Et on publie un papier dans un journal indexé tous les 8 heures. Et ça, c'est un peu pour montrer, je pense, l'intérêt d'un hôpital universitaire très centré dans la recherche, qu'il y a 10 ans, a décidé d'organiser l'expérience patient ou les soins chroniques d'une façon différente. Ça, c'est très difficile à expliquer pour moi. C'est comme cette peinture de Joan Miró, c'est très difficile à expliquer. Je ne connais pas les routes ou les cartes routières pour faire tous ces parcours. Et alors, on peut se tromper dans les explications. Je vais dire de quelle façon a désigné l'hôpital clinique le modèle d'expérience patient. Je vais parler un petit peu de la participation et à la fin, je vais vous montrer 4 ou 5 résultats de l'hôpital pour voir que ça n'est pas un aspect théorique de l'hôpital, sinon qu'il y a des essais pratiques.
Il y a 10 ans, on a commencé en parlant des soins chroniques, des soins de patients avec maladies chroniques. On a essayé de trouver des stratégies transversales pour lier toutes les activités autour des patients, des soins chroniques à l'hôpital. C'était très difficile et ça n'a marché pas parce que l'hôpital avait une dynamique très propre et caractéristique pour chaque service. Mais en 2014, on a trouvé que l'expérience patient peut être une stratégie transversale, commune pour tous les services. Et on a fait, en décembre 2014, le premier workshop de l'expérience patient. On a créé une communauté de pratique, mais toutes les activités autour de l'expérience patient, ils sont très liés au plan stratégique de l'hôpital. Alors ça, c'est le changement le plus important, c'est le plan stratégique de l'hôpital qui, en 2016, avait 47 ou 48 projets. Et le premier, c'est l'expérience des patients. Et le deuxième projet, c'est l'éducation thérapeutique des patients, très bien liés les unes avec les autres. Et avec ce plan stratégique, on a défini un petit peu l'expérience patient avec ces plans théoriques. Le premier pas, c'est l'information. Sans information, c'est très difficile de parler avec l'expérience patient. Il faut parler de l'éducation. Ça veut dire qu'il faut donner les patients des outils pour guérir la maladie. Mais alors, quelle sorte d'outils il faut donner aux patients? On a besoin de l'expérience patient pour connaître qu'est-ce qu'on a besoin. Et à la fin, on fait la participation. C'est clair que dans le monde réel, ça n'est pas une pyramide, ça c'est une intersection de ces 4 R qu'ils ont de méthodologie caractéristique. Et l'intersection, c'est l'activité du monde réel où se déroulent toutes les choses de l'hôpital. Et dans ces papiers, vous pouvez voir un petit peu le résumé de l'évolution. Et j'insiste que c'est notre carte routière, parce que je ne connais pas quelle est la carte routière basée en évidence. Ça, c'est la pratique. On a commencé de cette façon. On a commencé à démarrer avec l'information, après la méthodologie de l'éducation thérapeutique, après l'expérience patient, et à la fin, la participation. Et ça, n'est-ce pas une chose qui sort de l'hôpital clinique, ça c'est absolument cohérent avec l'évolution et la trajectoire jusqu'à l'idée des valeurs. Non? Et je pense qu'il y a plus de 20 ans qu'on a compris que la satisfaction n'est pas une mesure de qualité, parce que ça dépend des expectatives et des idées préconçues. Il y a 20 ans qu'on connaît que les malades sont grandis. Ça, c'est un article du British Medical Journal, il parle du tango. Je suis un mauvais danseur, mais tout le monde dit que le tango, c'est très difficile. Alors, ce sont les 2 danseurs qui doivent danser ensemble synchroniquement. Et après vient l'idée de valeur que So a vous expliquer avec les idées de Porter. Non? À la fin, quand je dois expliquer mes collègues à l'hôpital, ils disent quel est l'objectif de l'expérience patient et pourquoi vous travaillez avec ça. C'est l'idée de valeur. L'idée de valeur, c'est un changement qualitatif parce que les valeurs d'un service le décide la personne qui reçoit le service, pas le prestataire. Non? Parce que si je vais au restaurant, je dis j'aime beaucoup ces plats. La question de qui est le cuisinier, c'est une chose que j'aime beaucoup ces plats ou je ne l'aime pas. Hein. Et alors, mes collègues, j'insiste, l'idée, c'est en ce moment-là, le paradigme a changé. La qualité est marquée par l'idée de valeur. Et alors, l'hôpital est très innovateur en recherche, très innovateur en technologie. Alors, il faut faire de l'innovation dans la prestation des services. Et ça, c'est un objectif. Et pourquoi on travaille? Il dit, on peut innover en service si on comprend les besoins des patients. Et on peut innover des services si on fait une proposition de nouveaux services. Ça veut dire des services que personne ne les demande, mais que tu as vu dans notre hôpital, tu as vu dans notre place, que tu peux mettre ces nouveaux services dans ton hôpital. Et à la fin, les valeurs, c'est une chose pas très difficile. Non? C'est le bénéfice, ce sont les résultats cliniques et l'effort que doit faire les patients, l'effort en guillemets, qui doit faire le patient, c'est qu'est-ce que c'est important pour le patient et quels sont les besoins non satisfaits du patient. Alors, ces valences, c'est les valeurs. Et à la fin, si je n'ai pas de grands résultats cliniques et l'effort est très grand, la valeur, ce sera très petit. C'est une façon facile d'expliquer.
Et même à mes collègues, avec ces écrans conceptuels, je dis qui est le responsable de l'expérience patient, qui est en charge. Et l'idée, c'est le directeur général. Ces papiers, je le signais avec le directeur général de l'hôpital. Et c'est un papier qu'on disait des choses, non? L'expérience patient est très importante parce que nous devons répondre à la question de comment voulons-nous soigner nos patients. Nous voulons un modèle paternaliste, nous voulons un modèle technique, ou nous voulons un modèle participatif. C'est une décision idéologique. Hein. Il y a des gens qui, avec des arguments, disent non, je suis en plan technique et je vais faire soigner la patient du plan technique. Je ne l'aime pas, hein, mais je comprends qu'il y a des gens qui peuvent dire ça. Ça, c'est une question très importante. Et c'est pour ça que le directeur général doit dire, dans l'institution que je suis la maxime autorité, je pense qu'il doit prendre cette direction. Et la deuxième chose, c'est l'idée que je vous ai montrée avant, c'est l'innovation à la prestation des services. Et ça, ce sont les deux idées, les deux moteurs dans notre hôpital pour travailler en l'expérience patient. Et alors, ça, c'est la théorie. Hein. Vous disiez, c'est très bien, c'est magnifique. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire, non? En pratique, on peut identifier les besoins des patients. On utilise plusieurs méthodologies. Je pense qu'on n'a pas le temps de discuter tous, mais les groupes de discussion, on travaille avec des désignateurs qui ne comprennent rien de médecine, mais qui observent et nous suggèrent des idées. On fait des entretiens, on fait des enquêtes, etc. Et surtout, avec les plans stratégiques, nous avons une place physique pour travailler, que c'est le Living Lab. Et le Living Lab, c'est en anglais, on dit un test-bed, un banc de preuves, je ne sais pas. Et c'est un espace libre. Libre, qu'est-ce que veut dire? Ça veut dire qu'on peut interroger les patients, on peut poser des questions sans relation clinique directe avec les patients. Je ne suis pas le soignant des patients. Je suis médecin, je connais la pratique clinique, je suis pneumologue, mais je pose des questions sans aucune intention et sans aucune relation directe avec les soins des patients. Et ça, c'est bon parce que la plupart des patients disent « Oh, l'hôpital, c'est très bon, c'est magnifique, tous les médecins, les infirmières, ce sont les mieux du monde. » Et je suis très content. Je dis bah, « Ça marche très bien. » Et alors, et quand les patients disent « Mais… » Alors, on commence le travail, non? Parce qu'ils sont très bons, ils travaillent très bien. Mais on peut améliorer le confort, on peut améliorer la ponctualité des gens, on peut améliorer les citations. Et ça, c'est le travail qu'on fait dans cet espace. Non? Alors, je pense qu'il y a 4 éléments clés. Non? Les 4 éléments clés, ce sont la participation des patients, bien sûr. La réciprocité, ça veut dire atténuer la symétrie entre patients et professionnels. L'autre, c'est le co-design. Ça, c'est très important parce que si on fait le design ensemble, on peut identifier les besoins. Et surtout, je ne sais pas si c'est un mot français, mais l'escalabilité. On fait des études pilotes qui marchent très bien, toujours sortent très bien, mais c'est impossible de les reproduire. Et alors, l'étude pilote, c'est très bien pour faire une publication scientifique, mais en pratique, on n'a changé rien. L'idée de cette approche, c'est d'essayer de montrer que ça marche et de changer les choses. Et alors, le point de départ, ce sont les besoins. Toujours, ce sont les besoins. Les points de départ ne sont pas les impressions des professionnels. Les impressions des professionnels sont très importantes, mais ne sont pas les points de départ. Et avec le Chalet Patient Experience, on a fait un document qu'on peut synthétiser les aires de participation. Il y a une aire que c'est la décision partagée, c'est un élément de participation à niveau individuel. Il y a un niveau de participation institutionnelle, l'amélioration des services, la gouvernance, la recherche. Il y a un autre niveau que c'est la politique de santé. Dans notre hôpital, on a pris la position de dire notre problème ne sont pas la politique de santé, ça c'est une chose du département de santé. Si on me demande la collaboration, bien sûr qu'on va collaborer, mais dans l'hôpital, on doit se centrer dans l'amélioration des services, la gouvernance, la recherche et les décisions partagées. Et alors, la question la plus importante, c'est qui représente les personnes soignées dans la perspective de l'hôpital, pas du département de santé et pas de l'autorité politique. Ça, c'est une autre dimension. Je dis, sur le point de vue de l'hôpital, c'est une question difficile. Et alors, on doit discuter, est-ce que je vais écouter les patients naïfs ou je vais écouter l'expert?
Je vais écouter les patients locaux ou je vais écouter les associations des patients. Ce sont des discussions ouvertes, je ne sais pas la réponse. Sur le plan pratique, parce que je n'ai pas la réponse à ces questions, on travaille avec l'idée d'archétype. Quand on travaille un problème de santé dans l'hôpital, le cancer du poumon, l'insuffisance rénale, etc., on peut définir des groupes de patients avec des besoins communs. C'est-à-dire, imaginez-vous le cancer du poumon. Alors, il y a des gens avec des cancers du poumon qui ne peuvent pas s'opérer. Ils ne sont pas chirurgicaux. Ça, c'est un groupe avec des besoins communs. Il y a des gens qui ont un petit nodule qui probablement, avec une chirurgie pas trop gros, probablement, c'est une minorité, mais probablement, ils vont être guéris. Alors, il y a des autres qui ont besoin de la chimie, les autres qui ont, etc. On peut définir, si on parle de cancer du poumon, 4 ou 5 archétypes de patients. Alors, c'est plus facile d'essayer de faire l'interaction avec les patients. Et on utilise des critères de sélection. Un critère, c'est la diversité. Ça veut dire, si on parle de cancer du poumon, on peut parler des différents étages du cancer du poumon, parce qu'on ne peut prendre que le patient très grave ou le patient très, très facile. Non? Alors, on doit parler de pluralité. Ça veut dire, dans cette maladie, les valeurs de personnes jouent un rôle énorme. Il y a des maladies que les valeurs morales ou éthiques ne jouent un rôle parce que c'est un traitement aigu. Mais il y a d'autres maladies quel est l'objectif pour cette patient? La survie ou l'autonomie? Ça, ce sont des valeurs. Il faut réfléchir dans ces cas. Les soignants sont très importants. Non? L'idée d'inclusion, les gens âgés ne connaissent pas la technologie, ne peuvent pas participer. Eh bien, ils peuvent participer si tu fais les choses faciles. Non? Nous avons fait plusieurs groupes de discussion par télémédecine et les gens âgés ont besoin d'une petite aide au début et après, ça marche très bien. Alors, ça, c'est l'inclusion, non? Éviter les stigmatisations. Et éviter de blâmer, de dire c'est votre responsabilité, vous avez fumé plusieurs années, vous avez mangé trop, non? Et surtout, la perspective des genre est très importante. Avec ces critères, on essaie de sélectionner les patients et alors, en fonction de la pathologie, nous sélectionnons avec les critères décrits les patients qui participent. Ici, on ne saura que faire. On sélectionne les patients par hasard. Et alors, on dit, si on parle de consultation, je dis, eh bien, je vais sélectionner 10, 15, 20 patients par hasard, des gens qui ont été visités en consultation. Et sur le plan de la participation, de 2017, on a créé une commission de participation d'utilisateurs. Ils ne sont pas les représentants des patients parce qu'ils ne sont pas élus. On a fait un critère, dit, on va faire une commission de 6 patients, 3 hommes et 3 femmes. Et on va faire une commission qui n'est pas une commission gériatrique, ça veut dire que tous les patients sont très âgés, on va mettre des jeunes dans la commission. Et 4 fois par an, il y aura une interaction entre cette commission et la direction de l'hôpital. Ici, il y a le directeur général, le chef de stratégie, la directeur infirmière, le directeur médical, le directeur de qualité. La direction de l'hôpital fait une interaction avec des patients qui représentent la perspective patient. Et clairement, ils ne sont pas représentants des patients. Ça, c'est la stratégie qu'a utilisée l'hôpital. Et je pense qu'elle est ouverte à la discussion et qu'on peut dire qu'on peut faire une chose différente, on peut travailler d'autres choses. Mais ça, c'est qu'on nous a marché et nous a donné quelques résultats, cette stratégie. Non? Je vais vous montrer 5 résultats très rapides pour voir que l'expérience patient, il y a une dimension clinique, mais il y a une dimension organisative très importante. Non? La première expérience, c'est le design de la page web de l'hôpital. Il y a 6 ans, on a décidé de faire toute l'information médicale, le mettre dans une page web, et on a demandé aux patients qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est très intéressant parce qu'il veut des informations signées. Il veut que je dis que ce docteur n'est pas un docteur américain qui parle de... Non, c'est le docteur de l'hôpital clinique ou l'infirmière de l'hôpital clinique. Il veut des témoignages des patients. Il veut d'interactivité, il veut d'outils de gestion et surtout, il veut la traduction des articles scientifiques. Parce que souvent, dans la presse, on dit on a découvert un gène qui cure la diabète. Eh bien, ça c'est vrai, mais dans les rats, dans les souris qu'ils ont un changement génétique très spécifique, et ça sera pratique pour les patients d'ici 25 ans.
Ça, c'est la traduction qu'ils aiment, les patients. Et on a un certain succès parce que nous avons beaucoup d'utilisateurs. Ça, ce sont des utilisateurs dans un seul mois, dans le mois de septembre, qui utilisaient la page web de l'hôpital pour avoir de l'information. Et surtout, nous sommes très contents des témoignages des patients. Ça, c'est un aspect pratique de l'expérience patient. On a écouté les patients, on a fait un outil très pratique. Mais sur le plan clinique, nous sommes le centre de référence pour la greffe de pancréas et de reins. Alors vient des gens de presque toute l'Espagne qui doivent se déplacer à l'hôpital clinique pour faire des explorations. Et alors on a fait un changement organisatif. Avec un volontaire, on a fait un Care Navigator, ça veut dire qu'un volontaire reçoit les patients qui viennent de loin de Barcelone et les accompagne pour toutes les explorations qu'il doit faire à l'hôpital. Et après, a fait un contrat avec un hôtel près de l'hôpital et les patients dorment à l'hôtel, pas à l'hôpital. Alors, ça change les stratégies de soins parce que le patient a besoin d'une évaluation avant de faire la greffe. Et alors, on a fait une réduction des temps d'études et on a fait une réduction des voyages que doit faire le patient à l'hôpital. Ça, c'est un changement organisatif. Évaluer la consultation externe, c'est très difficile. Je ne connais pas les stratégies pour faire ça. Nous avons plus de 8 millions de visites tous les années et on a décidé que tous les années, on va faire une observation, ça veut dire des patients et des professionnels qui ne connaissent pas la consultation, ils ont une formation d'une heure et demie, et alors ils ont une stratégie d'observation directe de la consultation. Après, on va faire groupes de discussion avec des patients, on va faire une enquête, et tous les mois de novembre, on va synthétiser toute cette information pour faire les stratégies pour les prochaines années. Alors ça, c'est très bon parce qu'on utilise différentes méthodes qui ne sont pas très chères, sont faciles à appliquer. Et alors, on participe tous les acteurs et on permet de faire d'actions immédiates d'amélioration. Dans l'observation, on a vu ça. Ça, c'est très facile à changer. On n'a pas besoin d'une méthodologie complexe. Si tu fais l'observation, et s'il y a des problèmes d'information, il faut changer ce titre. Ça, c'est une autre stratégie simple. On a fait une stratégie un peu plus complexe. On a besoin de changer l'espace de la clinique de la douleur pour que tous les hôpitaux, il fait beaucoup de travaux et qui doivent changer. On a profité de ça pour faire une stratégie de participation avec Design Thinking et on a besoin ici d'un groupe de dessinateurs qui nous a aidés. On fait de l'observation ethnographique, ça veut dire que les gens externes à l'hôpital, avec la permission du patient, ils ont accompagné les patients pendant la consultation, ils ont interactué avec les patients et demandé des choses. Et à la fin, on a permis de désigner le nouveau espace. Et ce mois de décembre, je pense que cet espace sera opératif. Et ça, c'est une stratégie de dire, eh bien, il faut changer, il faut faire ces œuvres impérativement. Alors, on a fait cette stratégie. Et après, on parle souvent de résultats cliniques. Mais dans cette expérience, les résultats cliniques n'ont pas changé. Ça, c'est le temps qu'a besoin un patient pour aller en consultation de diabète. 2 heures, dès que sort de la maison, arrive à l'hôpital, a une consultation de 15 minutes, 20 minutes, et retourne à la maison. 2 heures. Si elle vient accompagnée, ce sont 4 heures. Si on fait la visite par télémédecine, ce sont de 20 minutes. Alors, les résultats cliniques, ce sont les mêmes. Oui, parce que si la visite téléphonique est mieux que la présentielle, il faut changer. Mais les résultats cliniques, on suppose que ce sont les mêmes. Et ça, ce sont des résultats d'expérience patient, à changer les temps que doit appliquer les patients. D'accord ? Et pour finir, on a fait une stratégie d'activité pédagogique très importante. On a fait un cours d'introduction. On a fait un cours de 3 heures virtuel pour tous les professionnels de l'hôpital. Et alors, nous avons presque 400 participants. Mais la figure la plus importante, c'est que les 38% ont fini le cours. L'idée que la plupart des cours virtuels ne le finissent que les 12 à 15% des gens. Et en ces 88%. Ça veut dire l'intérêt pour l'expérience patient à l'hôpital est important. Et on a fait différents cours et surtout, nous croyons que c'est très important de faire des cours pour patients
pour la participation. Ça veut dire, les patients doivent participer, les patients doivent participer. Et on fait beaucoup de courses pour connaître la maladie. Et ça, c'est très commun. Les patients connaissent bien la maladie. On n'a pas besoin d'informations sur la maladie. Les patients ont besoin de quelle stratégie peut utiliser pour participer à améliorer l'hôpital. Et dans ces cours, c'est un groupe de patients avec l'endométriose. Et on a fait un cours de sessions pour montrer comment fonctionne l'hôpital, quel est l'argent qu'on a à l'hôpital, comment fonctionne le service de gynécologie, quelle est la stratégie de l'hôpital pour établir des priorités, quelles sont les voies de relations des patients avec l'hôpital, de quelle façon on peut montrer des idées ou des choses pour changer. Et ça marchait très bien parce qu'on a fait les cours, mais surtout, c'est très important qu'on a eu beaucoup de suggestions pour améliorer les services. Et ici, on a démarré notre course pour essayer de montrer aux patients les outils, les stratégies pour évaluer les applications numériques. Nous avons beaucoup d'applications numériques et ça marche très bien, mais quel est le point de vue du patient? Mais le patient doit connaître quels sont les impératifs légaux, quels sont les résultats cliniques. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation, c'est important. Et la dernière diapo, c'est pour dire qu'autour de la définition des valeurs, il y a 4 visions qui ne sont pas exactement la même. Tout le monde parle des valeurs, les valeurs sont partout, mais pour les patients, probablement, valeurs pour choisir. Mais pour les gestionnaires, probablement, ce sont les résultats. Les cliniciens, il dit que je veux meilleure prise en charge des patients, probablement des patients individuels. Hein. Pour les cliniciens, c'est très difficile souvent de parler de la population. Hein. Ils parlent plus commode. Mais il y a une vision critique, il faut aller au-delà des chiffres. Non? La narrative, c'est très important pour comprendre la vision des patients. Et alors, avec ces idées, j'ai essayé de partager ces idées, je comprends que je n'ai pas de résultats, je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce que ça marche, je vous devoir faire, mais ce sont des idées, si sont utiles pour vous, ce sera un plaisir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Escarabil. Est-ce que vous pourriez directement venir ici, vous aussi, Madame Mastraga, et Christian von Plessen et Dr Farah. L'idée était d'avoir un moment de discussion à la fois entre eux et ensuite avec la salle, évidemment. Pour lancer ça, on a vu que vous avez beaucoup d'expérience et beaucoup de recul finalement, et un capital accumulé. Peut-être pour lancer la discussion ici, j'aimerais passer la parole à Christian von Plessen qui vient d'Unisanté. Là, on a moins de recul, c'est un peu plus frais en Suisse encore, mais tu connais bien la situation au nord de l'Europe. Dr Escarabil parlait du patient naïf ou du patient expert. Il y a des questions de formation là derrière et finalement de changement de culture. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots, s'il te plaît? Alors, on fait avec micro ou ça va sans micro? Avec, ok, très bien. Alors, Christian von Plessen, je suis interniste et pneumologue. J'ai travaillé dans des hôpitaux comme le HRC, pendant 20 ans en Norvège et au Danemark. Après, je suis ici, surtout en fonction comme mes compétences dans la sécurité des patients et la qualité des soins. Alors, je veux juste ouvrir avec une petite remarque. Alors, je crois que ce qui sort de ce que vous avez dit, c'était vraiment très inspirant, c'est que la santé, elle est coproduite par les patients ou les personnes qu'on appelle parfois les patients et les professionnels. Alors ça c'est au fond. Notre système de santé, normalement ou souvent, surtout dans les institutions, n'est pas extrêmement bien géré pour valoriser ce fait. Alors, et pour ça, alors si tu me permets, juste une petite image. Alors, ça vient de la Suède. C'est Sarah Rigaret, une patiente jeune qui a développé une maladie Parkinson à un très jeune âge. Elle a eu son premier enfant, alors c'est très rare, mais ça existe. Et elle vient de finir son PhD dans Patient Science en Pays-Bas.
Alors, très intéressant, et elle montre sur cette image que vous voyez là, tous les petits points bleus, c'est les heures qu'elle passe, elle-même passe avec sa maladie. Alors, il y a 8765 par an. Et le point rouge, ça, c'est le temps que son neurologue passe avec sa maladie. Et ça veut dire quoi? Oui, alors ça vaut la peine de vraiment s'intéresser à cette expérience. Et ce n'est pas que l'expérience du patient de l'institution hôpital, par exemple, mais comme vous avez dit, c'est la vie d'une personne avec la maladie, les défis, mais aussi, surtout, peut-être aussi les ressources qui viennent avec. Et l'écoute, c'est un bon début. Non? Aussi au niveau organisationnel. Alors, l'écoute est un bon début. Après, il y a le dialogue et les décisions partagées et la planification partagée et aussi les actions partagées. Alors, je vais finir mes slides là et après, j'ai quelques exemples d'ici, Unisanté, Canton, DGS, Direction Générale Santé Vaud, que je peux prendre plus tard. Alors, et pour revenir à la question de la formation, alors, parce qu'évidemment, alors si on regarde tout ça, alors comme professionnel de santé, comme pneumologue, hôpital, ça me donne un peu de peur aussi, non? Alors de faire tout ça, c'est quand même pas tellement facile. Et tout notre système de formation, surtout dans la médecine, n'est pas du tout bien géré pour tout ça. Alors, comment faire ça différemment et comment bien apprendre tout ça? Alors, je crois qu'il y a deux parties. Il y a la partie des professionnels de santé, ou les personnes qu'on appelle parfois des professionnels de santé, et le côté des patients, ou les personnes qu'on appelle parfois les patients. Alors, si on commence avec les patients, aujourd'hui, il y a quand même des offres de formation. Non? Il y a des institutions qui font ça. Vous avez raconté, HUG, il y a des hôpitaux qui font ça aujourd'hui. Il y a même des universités qui offrent des cours pour les patients. Non? La Sorbonne, par exemple, l'université des patients, on peut faire un CAS, on peut développer ça dans un master, dans le patienthood, non? Alors le rôle d'être patient dans un système. Ça, c'est souvent pour les contributions au niveau organisationnel. Après, il y a aussi un élément d'éducation patient, alors plutôt focalisé sur les maladies. Mais je crois ici, il y a une autre dimension, non? Elle est plus générale. Alors, ce n'est pas d'apprendre à bien gérer son diabète, ça aussi, bien sûr, mais il y a aussi de se manifester comme patient dans des organisations. Après, il y a la partie des professionnels. Là, ça devient assez complexe, je trouve. Dans la médecine, dans les études de médecine, aussi ici, à Lausanne, il y a l'enseignement dans la décision partagée, la communication aux patients, etc. Je crois, comme ça se développe aujourd'hui, alors, en plus de ça, c'est une question de formation post-graduée. Et ça va être beaucoup dans les institutions. Et il y a des institutions qui prennent ça extrêmement sérieux. Je peux vous raconter d'un hôpital au Danemark, un hôpital oncologique, où tout le monde, chaque collaborateur faisait une collaboration avec des patients, des acteurs qui les ont mis en situation pour vraiment apprendre d'une manière expérientielle comment le faire. Parce que alors, c'est quand même pas juste de changer l'attitude et les habitudes là. Alors, c'est très expérientiel. Je crois que c'est mes commentaires pour le moment. Formation. Merci. Juste avant d'ouvrir la discussion, j'aurais volontiers voulu passer le micro à Dr Farah. Vous avez beaucoup investi dans votre service avec vos collègues autour de la question qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce qu'avec ça, avec ce qu'on a entendu avant, le changement culturel se fait d'une certaine manière, si oui, lequel? Et est-ce que la question de la réciprocité dont on parlait avant trouve un peu sa réponse? Alors, merci beaucoup pour les présentations. J'ai trouvé que ça rejoignait beaucoup ce qu'on avait essayé de mettre en place en gynéco-obstétrique
Alors effectivement, on s'est beaucoup basé sur le programme Qu'est-ce qui est important pour vous? L'idée étant d'essayer de sortir de notre idée très médicale des soins. Vous parliez que la valeur des soignants, je l'ai noté ici, c'était une meilleure prise en charge, alors que pour les patients, c'est pas une meilleure prise en charge, c'est la prise en charge qui est adaptée pour eux et de pouvoir avoir le choix dans ce qu'on leur propose. Et c'est un peu sur cette idée-là qu'on est parti et qu'on a commencé à diffuser cette idée de qu'est-ce qui est important pour vous. C'était aussi un projet Unité Sécurité des patients à l'époque, on en avait aussi discuté à cette occasion. Mais c'est pas autant ça paraît, je pense que tout le monde ici, quand vous regardez les présentations, tout le monde se dit, bah, bien sûr, l'expérience patient, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est important au final, c'est ce que veut produire l'hôpital. Mais autant c'est compliqué à mettre en place en réalité parce qu'on se heurte à toute l'histoire de l'hôpital, à toute l'histoire de la médecine, de la façon dont on fait les soins. Et voilà, c'est compliqué. Nous, ça nous a amené à modifier un certain nombre de choses dans le service. Typiquement, dans les transmissions du matin, la question qu'est-ce qui est important pour les patients intervient. On ne transmet pas plus que des données chiffrées de dilatation ou de poids fœtal, mais on s'intéresse aussi finalement à qu'est-ce qui est important pour les patients, qu'est-ce qu'on ne doit pas rater dans cette prise en charge-là. Parce que finalement, comme tous les soignants, on essaie toujours de faire au mieux et on donne le meilleur de nous-mêmes pour nos patients. Mais en fait, on anticipe souvent des souhaits des patients qui ne sont pas forcément là. Eux veulent probablement autre chose, peuvent vouloir autre chose. Et c'est qu'en allant à leur rencontre et en discutant avec eux, effectivement, en leur posant la question qu'est-ce qui est important pour vous, on arrive, je pense, à produire des soins de meilleure qualité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce stade? Professeur Levra. J'aurais une question, mais dans les grands hôpitaux, comme vous avez très bien décrit, ce qui m'a frappé, c'est que vous améliorez des situations dans des pathologies chez des patients qui ont une monopathologie. On a parlé du diabète, on a parlé du Parkinson, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que, au fond, dans nos grands hôpitaux, on a de plus en plus de patients qui sont polymorbides et qui voient, si on regarde les statistiques, entre 10 et même 40 ou 50 médecins. Et ça, c'est un vrai problème dans les hôpitaux. Et de plus en plus, qui est responsable de ce patient-là? Comment cette écoute du patient est intégrée au milieu d'une multitude de médecins qui voient? Est-ce que vous avez des solutions pour ça? Et je me permets d'ajouter comment la perspective du patient peut influencer aussi l'organisation de ce qui est fait autour de lui avec ses jusqu'à 40 collègues. À qui est-ce que je passe le micro? Pour répondre, c'est vrai, c'est le vrai problème. Hein? Et surtout parce qu'on parle de maladies, et je pense qu'il y a peu de patients avec une maladie. Non? Je suis neumologue et le BPCO n'existe pas. Non? Eh bien, je ne sais pas s'il y a des neumologues ici, parce que existe la BPCO, mais avec la diabète, avec l'insuffisance cardiaque, et ça, c'est le vrai problème. Alors, on essaie de travailler avec ces patients, et on a démarré à l'hôpital un problème que on a vu que ces patients ont besoin de 3 médecins de l'hôpital, par exemple. Non? Et on a démarré la stratégie de faire les visites ensemble. Les 3 médecins visitent ensemble les mêmes patients en même temps pour essayer d'éviter des contradictions, pour essayer d'éviter la duplication des visites. Ça, c'est pas facile, hein, mais c'est une stratégie pour essayer d'attendre ces sortes de problèmes. Non? Mais l'hôpital doit décider quelle est la responsabilité de l'hôpital. Parce que souvent, quand on parle de maladies chroniques, on pense en des solutions que l'hôpital n'a pas la solution pour faire ça. Je pense que vous êtes gynécologue, non? Alors, en gynécologie, dans l'endométriose, l'hôpital a pris une décision. Le diagnostic précoce n'est pas notre problème. C'est un problème de santé, parce que les femmes ont besoin de 7-8 ans avant le diagnostic. Mais on a pris la décision de dire que ça n'est pas notre responsabilité. La responsabilité de l'hôpital est de soigner d'une façon propre les gens qui arrivent à l'hôpital. Et ça, c'est et après, on dit, si les autorités de santé nous demandent la collaboration, on va collaborer, bien sûr. Mais c'est très important parce qu'il y a des hôpitaux qui vont faire le diagnostic précoce.
Mais ça, c'est une responsabilité des autorités de santé. Ça dépend de chaque situation. Hein. Je ne connais pas la situation locale ici, mais chez nous, on a pris cette décision d'abord. On a dit, on ne va jamais s'arrêter les soins aux patients. S'ils arrivent à l'hôpital, on les va soigner tout le temps, mais pas de la même façon. On va décider avec les patients comment on fait la surveillance. Alors, il y aura des patients avec endométriose qui ont besoin d'une visite tous les 5 ans. Il y aura des patients qui ont besoin d'un téléphone pour s'ils ont des problèmes. Il y aura des autres qui ont besoin de tous les 3 mois. Ça, on va les désigner avec les patients. Mais l'hôpital doit décider des choses, d'accord avec les circonstances, d'accord avec les ressources, avec les responsabilités, parce que souvent, on peut prendre des responsabilités que tu n'as pas les utiles. Et il y a plusieurs cas qu'on a besoin d'intervention en dehors de l'hôpital, on a besoin de soins palliatifs ou d'autres choses que tu ne l'as. Si tu ne l'as, on peut le faire. Mais ça, c'est une discussion dialectique très difficile à résoudre. Mais on commence avec... Je pense que chez nous, on a commencé d'une façon opportuniste. On a commencé avec les gens qui arrivent à la porte et tu dis oui, je vais vous aider. Non? Et c'est opportuniste. Et ça, c'est critiquable hein, parce qu'il n'y a pas de stratégie. Merci. Oui. Alain Jour. Question difficile. J'ai 2 réflexions. Une, alors je ne suis pas tout à fait sûr que ce type de segmentation donne du sens. Je crois que c'est complètement générique, la question. Pour le redesign, oui, bien sûr. Mais pour alors, un engagement, disons, expérience patient, je crois qu'il y a des capacités, des compétences génériques. Alors, c'est action et relation, et c'est les deux toujours, n'importe quelle spécialité. Alors, je crois que comme institution, il faut travailler sur les compétences génériques de tout le personnel dans ce domaine. Et pour l'engagement des patients, pour soutenir ça, ce n'est pas important quel diagnostic. Alors ça, ce n'est pas une question de spécialité ou maladie ou polymaladie. On trouve facilement des patients avec polymaladie, évidemment. L'autre réflexion, comment on organise les soins, on a très peu d'adaptation de nos architectures, si on veut dire, alors, ou de nos organisations à la création de valeur. Et il y a évidemment différentes manières de créer de la valeur. Alors, une ligne de production, non, ça c'est linéaire. On commence A et on va jusqu'à B. Ça c'est un modèle très efficace pour quelques parties. Un autre modèle, c'est la boutique. Non, alors, un peu ça, un peu ça, un peu ça, un peu ça. Alors, une polyclinique pour diabète avec l'ophtalmologue, l'endocrinologue, etc. Et la troisième, et peut-être la plus difficile à développer, c'est le réseau. Et le réseau pour la création de valeur, ça inclut la vie de la personne hors institution. Et l'adaptation à ça se fait déjà dans quelques hôpitaux, alors par exemple dans les urgences, où on était quand même souvent plutôt organisé dans les lignes de production, non, ça va vite door to needle time et ces choses. Après, c'est très difficile pour les patients gériatriques avec plusieurs maladies, alors ça ne joue pas. Non, c'est une autre manière de créer de la valeur. Alors la réponse, je crois, ou la réflexion est qu'il faut qu'on développe des adaptations pour pouvoir créer de la valeur pour différents segments. Et je crois que c'est ces 3 types de manières de produire, de créer de la valeur. On va passer à une autre question. Oui, je vous en prie. Je vais essayer de répondre à votre question avec un exemple très de terrain. Mais avant ça, il y a quelque chose qui est important. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'étais infirmière il y a déjà de nombreuses années. Et j'aime bien provoquer les gens. Et en fait, souvent, ce que j'entendais dans mon parcours, même quand j'étais jeune infirmière, c'était « c'est mon patient ». Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend encore très, très souvent. C'est mon patient, c'est mon équipe, c'est mes filles. Parce que souvent, ce sont des équipes d'infirmières. Et donc, cet aspect-là est un aspect assez important si on veut justement pouvoir décloisonner les choses. C'est le patient de personne. C'est un patient, c'est une personne.
Et donc, quand on réfléchit ça de cette façon-là, à nouveau, comment on accompagne ce patient? Et donc, si je reprends à nouveau 24 heures de vie dans un hôpital, parce qu'on est dans un hôpital, et c'est une réflexion que j'ai eu la chance de mener avec des infirmières et des paramédicaux, c'est de dire, finalement, sur 24 heures, quels sont vos actes? Que faites-vous? Vous êtes là en 3 shifts de 8 heures. Que faites-vous? Et comment le faites-vous? Et si on série, et on a vraiment noté, hein, sans parler de ce qu'on est obligé de faire, de ce qu'on est obligé de check, hein, d'un point de vue purement administratif, vraiment prendre du recul et se dire qu'est-ce que je fais de mes 24 heures auprès du patient? Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes et que je ne dois pas oublier et que je ne dois pas laisser de côté? Les examens, les médicaments, hein, à temps, les visites pour le patient, très important, toutes ces choses-là. Donc, quand on reprend ça de cette façon-là, on se rend compte qu'il y a du temps qu'on peut récupérer à abandonner certaines autres choses. Dernier aspect dans les équipes, c'est que vous avez aujourd'hui 4 générations de paramédicaux qui travaillent dans les équipes. Des tout jeunes qui viennent d'arriver, qui sont tout feu, tout flamme, et c'est génial. Puis vous avez des personnes qui sont là vieillissantes et qui en ont marre, qui sont fatiguées. Et donc, à qui on demande de faire exactement la même chose qu'il y a 20 ans, parce qu'on n'a pas changé le système. Et donc, si vous voulez pouvoir prendre en charge les patients d'une autre façon, si vous voulez faire ça avec les équipes que vous avez actuellement, il faut avoir le courage de sortir du carcan dans lequel on est aujourd'hui et de pouvoir visualiser ça différemment, de ne pas attendre que ce soit le système de santé qui nous dise comment on doit faire. Et donc, à nouveau, pour revenir avec ce service, on a identifié 2 infirmières qui étaient âgées dans l'équipe et qui étaient vraiment fatiguées, mais qui aimaient ce qu'elles faisaient. On a identifié aussi ce qu'on appelle en Belgique une aide-soignante, je ne sais pas si on dit ça aussi chez vous, mais qui ne peuvent pas faire les actes infirmiers, évidemment, on est bien d'accord avec ça. Et il y a une question de responsabilité. On doit donner la responsabilité aux gens. Et qu'est-ce qui se passe quand un patient n'a pas les informations? Je ne peux pas dire ça parce que c'est le docteur qui doit le dire. Parce que moi, je suis infirmière, je suis aide-soignante. Mais qui est près du patient H24? Qui sait exactement ce qui s'est passé? Qui a la possibilité d'aller chercher cette information-là auprès du médecin qui est occupé? En général, il est occupé en consultation, en salle d'op, que sais-je. Il ne sait pas qu'il se tourne les pouces quelque part, hein, il est occupé. Et donc, le patient, il doit attendre que le médecin qui est occupé à faire quelque chose se libère, trouve le temps, après ces 10 heures de consultation ou ces 10 heures de salle d'op, dise « Ah oui, je dois aller expliquer à ce patient ça. » Non. Donnez la possibilité à vos équipes de soins qui sont dans les équipes d'avoir l'autorisation de donner l'information qu'ils ont intégrée et qu'ils peuvent partager avec le patient. Et que ce ne soit pas signé, validé, contre-validé par un mail, par un truc, je ne sais pas dans quel programme, que OK, je peux. Non, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir décloisonner. C'est à ce moment-là que le patient peut, alors à ce moment-là, avoir les informations. Et donc, pour revenir à ce service, on a identifié ces personnes et on a dit, vous serez des personnes pivots. Et donc, ça veut dire que les personnes qui sont hospitalisées peuvent contacter téléphoniquement, donc non seulement les familles, mais les personnes, quand elles sont hors hôpital, peuvent contacter téléphoniquement ces personnes-là spécifiquement pour avoir un suivi, dire je vais être hospitalisé, qu'est-ce qui va se passer, comment on va me prendre en charge, dans quel service je vais être, etc., etc. Et donc, il faut avoir le courage, avec ce que je disais tout à l'heure, les mêmes ressources, d'imaginer les choses différemment et de le tester. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas de faire ça dans tout l'hôpital et demain on y va. Non, c'est de dire, OK, comment je peux faire dans mon service? Est-ce que je peux tester ça? Est-ce que ma direction, ou en tout cas le management intermédiaire, me donne l'autorisation de tester ça? 6 mois. Et on fait ça comme ça. Et si ça ne va pas, on revient en arrière. Mais si ça fonctionne, alors on peut aller de l'avant. Merci beaucoup. Il y a une question ici. Bonjour. C'était un peu un commentaire pour rebondir aussi sur ce que dit la question de Pierre-François Lévrat. Je me disais que si on est tous différents et qu'on prenait en fait l'objectif du patient et pas l'objectif des professionnels, on devrait arriver, vu qu'on est tous pour le bien du patient, on devrait réussir à trouver des points communs. Si c'est l'objectif du patient et que chacun y contribue, c'est peut-être aussi une piste pour éviter les silos. Et puis peut-être une question que j'avais du coup avant. Dans mon expérience par rapport à l'éducation thérapeutique et tout ça, toute cette question de
de faire changer une culture et une posture, comme vous disiez, dans une institution. Ça fait 10 ans que j'essaye, ça va gentiment. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait aussi une certaine crainte une sorte de remise en question de l'identité professionnelle. À se dire, j'ai été formée comme ça, c'est comme ça que je fais, et si finalement le patient fait autrement et que moi je dois faire autrement, à quoi je sers ? Enfin voilà, comment faire ? Est-ce que c'est aussi des expériences dans Expérience Patient et autres que vous avez vues ? D'abord, je m'excuse parce que j'ai oublié une diapo. Je l'ai oublié. Je l'ai dans toutes mes présentations, je l'ai oublié. Si on n'améliore pas l'expérience professionnelle, c'est très impossible d'améliorer l'expérience patient. Et ça, c'est une idée que je pense que c'est très important. Souvent, ils ne sont pas synchroniques. Ils ne sont pas en même temps. Souvent, il faut faire un effort, il faut changer les choses, mais à la fin, il faut améliorer l'expérience professionnelle. Et surtout, il y a des choses très claires comme les valeurs professionnelles et les valeurs de l'institution, la sensation de contrôle des professionnels, les chaos organisatifs dans certains cas. Mais ça, c'est très important. Et je m'excuse parce que je pense que c'est très important de dire. Et d'autre part, on a parlé de beaucoup de stratégies et de beaucoup d'idées. Je pense qu'à l'hôpital, j'essaie de transmettre des idées très simples, des choses que vous pouvez faire demain matin pour améliorer l'expérience patient. La première chose, c'est qu'il faut changer les idées, non? Accepter que ça marche. Mais il y a 3 ou 4 idées qui sont: ne faites pas de suppositions, demandez, posez questions. La taille unique ne marche pas. Probablement, on ne peut faire un best exactement sur mesure pour chaque patient, mais l'idée des groupes de patients avec besoins communs peut être utile. La troisième chose qu'on fait souvent, c'est qu'on pense avec les procédures. Je fais la bronchoscopie ou les épreuves des fonctions respiratoires très bien. Non. Le patient, il a besoin de tous les parcours assistentiels. Et la quatrième chose très facile à réfléchir et à penser, c'est que le temps, c'est une variable de résultat pour les patients. Et le temps, c'est très important pour les patients. Alors, ce sont des choses très simples. On n'a pas besoin d'une organisation, on n'a pas besoin de l'argent, on n'a pas besoin de l'aide externe des dessinateurs, des choses comme ça. Non? Ça veut dire changer un petit peu la façon qu'on veut soigner les patients. Oui, alors le commentaire ou la question ou l'observation peut-être, elle me fait penser que... Alors je crois qu'on ne peut pas entrer vraiment en relation sans exposer une vulnérabilité. Et ça, alors pour vraiment trouver alors, le projet du patient, what is important for me, ou le construire, non, parce qu'il n'est pas toujours clair non plus. Ça ouvre pour une vulnérabilité, et là, ce n'est pas facile dans la posture professionnelle qu'on nous apprend. Non, bien sûr que non. En même temps, alors de se disant isolé dans le domaine des actes, où on intervient sur quelque chose, où on fait pour le patient, ça ne suffit pas, et c'est clairement plus suffisant aujourd'hui dans le système de santé. Non, on ne va pas arriver, on ne peut pas remplacer la construction de la santé par des actes médicaux, c'est impossible. Alors là, je crois que c'est une observation très importante, et je crois que ça a une importance pour le climat organisationnel dans lequel on veut ouvrir pour la possibilité d'entrer en relation, hein, avec le risque d'une vulnérabilité. Et ça, c'est évidemment une question aussi de leadership, comme c'était évoqué, et aussi créer de la place pour ça. Ouais, moi, je vais peut-être répondre à Julie avec mon expérience personnelle. Je trouve que c'est extrêmement compliqué, en fait, parce que, en tout cas, en tant que médecin, en consultation, on aime bien pouvoir tout expliquer et convaincre le patient que ce qu'on est en train de lui dire, c'est bien pour lui. Et en fait, aujourd'hui, j'ai changé d'attitude, et alors j'explique ce que je sais de la littérature médicale, etc. Mais à la fin, je leur explique que ce que je suis en train de leur dire, ça vaut pour 50% dans leur décision, et l'autre 50%, c'est leur expérience à elles que je ne connais pas, c'est leur vie à elles. Et ça, je rejoins l'image de tous les points et puis le petit point rouge.
En fait, moi, je ne sais pas pourquoi elle me demande, alors typiquement une césarienne, j'en sais rien. Elle me donne des données comme ça qui probablement lui viennent parce qu'elle a un médecin en face d'elle, mais c'est souvent pas les bonnes raisons. Et donc, je leur explique ça. Et alors, évidemment, je suis content quand elles choisissent quand même de ne pas avoir de césarienne, mais quand elles maintiennent leur histoire de césarienne, c'est là où je pense qu'il y a un shift à faire pour soi-même et ne pas être content d'avoir eu raison sur les données médicales, mais être content d'avoir apporté des informations et qu'elle puisse faire le choix qu'elle souhaite et elle sera contente avec ce choix-là. Et je trouve que c'est un changement de posture qui est assez important. Et je pense que ça, oui, il faut peut-être l'enseigner de base, ou je sais pas, mais c'est pas évident de passer à ça. Est-ce qu'il y a un plaisir dans ce changement de posture? Parce qu'à un moment donné, ça me paraît important que ce qu'on discute là ne nous amène pas vers de nouvelles procédures ou de nouveaux papiers, mais nous amène autrement vers le patient et avec le patient, et vers un plaisir qui finalement ouvre d'autres horizons dans la pratique professionnelle. Alors, je vais commencer. Alors, juste une petite anecdote. Ma collègue, Dr Signe quelque chose en Norvège, c'est toujours ma collègue qui a reçu le plus de chocolat, non, pour Noël, etc. Et après, moi, presque jamais. Et après, j'ai observé un peu comment elle travaillait. Elle était, malheureusement, extrêmement paternaliste. Extrêmement paternaliste. Non, et alors, il y a aussi des publications là-dessous que la satisfaction, si on prend ça comme mesure, elle n'est pas évidente, elle n'est pas naturellement meilleure si on entre dans ce type de dialogue. Et vous connaissez tous Smarter Medicine, Choosing Wisely. Elle a les bonnes raisons pour que ça ne prend pas du tout. Rien ne se passe. Alors. Et alors, parce que ça, on prend le risque de se rendre un peu moins populaire avec les patients. Alors ça, c'est clair, mais alors le plaisir, je crois. Alors, je crois que le plaisir est possible s'il y a l'espace, le lieu pour une vraie relation. Alors là, c'est possible. Parce qu'on fait des explorations, on développe des projets, et ça c'est lié à une relation humaine qui permet un développement aussi professionnel, je crois. D'autres questions dans la salle? Je peux juste... Oui, bien sûr. Un aspect qui est très important aussi, c'est de ne pas se sentir coupable aujourd'hui parce qu'on se dit, on écoute ça, on se dit, waouh, finalement, qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que finalement, ce que je fais, c'est bien ou pas? Est-ce que je fais depuis 10 ans, 20 ans, je me suis plantée, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Parce que, et je crois que ça, c'est parce qu'à un moment, je me suis posé ce genre de questions-là aussi, et c'est très culpabilisant, finalement. C'est pas le but. On fait, à part 2-3 personnes qui sont malveillantes, je veux dire, tout le monde essaye vraiment de faire son job du mieux possible. La grosse difficulté, et là, moi, j'ai un peu changé mon mindset à ce niveau-là, c'est quand on parle d'empathie. On nous dit, depuis maintenant une dizaine d'années, voilà, et je l'ai dit aussi, et je l'ai cru, et on a dit, vous devez développer votre empathie, c'est important, l'empathie, et c'est l'empathie qui va sauver finalement la santé. Et en fait, aujourd'hui, il y a des écrits qui expliquent que ce n'est pas toujours possible. Et avec le métier que vous faites, vous voyez bon nombre de patients. C'est difficile d'entrer en empathie avec chacun d'eux. Et il y a des patients avec lesquels ça ne passe pas. Et rassurez-vous, il y a des patients pour lesquels ça ne passe pas avec vous non plus. Et donc ça, il faut l'accepter. Il y a un pourcentage de déchets, entre guillemets. Il y a des choses qui ne fonctionneront jamais. Et ça fait partie du processus. Et si on comprend et qu'on accepte ça déjà au départ, alors on peut aussi à nouveau conserver son énergie pour les autres. Parce que finalement, celui avec lequel ça ne marche pas, eh ben, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose qui doit se dire aussi dans les équipes. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans une équipe de soins? Parce que si ça ne passe pas avec ce patient, je passe le relais à ma collègue ou à mon collègue. Et je n'ai pas honte de le dire. Je ne sais pas piquer, oui, quelqu'un d'autre va venir le faire. Pourquoi est-ce que quand finalement je ne le sens pas ou que le patient ne me sent pas, je n'aurais pas le droit aussi de dire, écoute, ce serait mieux que ce soit toi, parce qu'avec moi, ça ne matche pas. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez aussi, que nous devons, nous tous, prendre en considération et pas simplement dire,
ouais, waouh, on arrive avec l'expérience patient, c'est gagné. Non, 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 c'est pas de la magie. Hein. Donc, c'est tous des process qui vont être différenciés, qui vont être différents et qu'on va appliquer différemment, mais c'est pas gagné à 100%. Et alors, dernier point, je crois que dans une organisation, quel que soit le processus qu'on amène, quelle que soit la meilleure technologie qu'on amène, et ça vaut aussi dans les grands scientifiques qu'il y a dans un hôpital. Et vous avez toujours ce médecin qui amène la dernière technologie qu'il est allé voir dans tel ou tel autre pays, et c'est génial, c'est comme ça qu'il faut faire. Et vous avez toujours ce médecin bougon qui fait depuis 25 ans la même chose, qui n'a absolument pas envie de changer. Et donc, voilà, ça fait partie du processus. C'est pas parce qu'on dit c'est comme ça qu'il faut faire que vous allez amener tout le monde dans votre sillage. Mais si vous amenez une bonne partie de votre équipe, vous avez fait votre job. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pas pour amener 100% de personnes. C'est pour amener une bonne partie de votre équipe. Merci, Vincent. Oui, j'ai une question. Donc ça a été dit pendant les présentations. L'hôpital, c'est un épisode dans la trajectoire de soins. Je ne sais pas, est-ce qu'à Barcelone, vous avez eu des contacts avec les partenaires en aval de l'hôpital, en amont de l'hôpital, pour développer cette expérience patient dans la durée, pour coordonner ces expériences patients? Oui, je n'expliquais toute l'histoire, mais l'hôpital est un hôpital dual. Nous avons des responsabilités pour des demi-millions d'habitants de la ville de Barcelone, et pour ces demi-millions d'habitants, nous sommes l'hôpital général. C'est l'hôpital pour toutes les choses. Et alors, nous avons des responsabilités d'autres technologies et des médecines très compliquées pour presque 2 millions d'habitants. Mais pour ces demi-millions, nous avons une étroite relation avec le médecin des familles, avec la médecine de la communauté. Et il y a des commissions cliniques pour chaque problème de santé. Il y a plus de 200 médecins impliqués qui travaillent les problèmes ensemble avec les gens qui travaillent à la communauté, à l'hôpital. Et en fait, nous avons 3 équipes de médecins généraux qui sont de l'hôpital et qui travaillent à la communauté. Alors, la relation sur le plan technique est bonne. Pour la résolution des problèmes techniques est bonne. Elle doit améliorer toutes les choses de collaboration pour l'expérience patient. Mais la relation existe, elle est bonne et bien structurée. Merci. On aura le temps pour deux petites questions. Après, on passera le micro à notre présidente pour la conclusion, la synthèse. Bonsoir, je suis Valérie, je travaille avec Alexandre Farin. Moi, j'avais à cœur d'amener un petit complément sur ce qu'on a entendu ce soir, notamment pour répondre également à Julie, puis à ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'on se pose tous beaucoup de questions sur comment initier ces changements, parce que là, il s'agit d'un changement malgré tout. On est tous en train de chercher la recette. Comment on va faire, bon sang, pour que ce changement il fonctionne et quelle est la bonne recette pour y parvenir? C'est un peu ce que Julie relevait. Alors nous, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile parce qu'on regarde dans le rétroviseur. Ça fait 3 ans qu'on a maintenant initié le qu'est-ce qui est important pour vous. Donc c'est plutôt rétrospectif ce que je vous livre ce soir. Et il est vrai que c'est plus simple parce que maintenant on sait que ce projet-là a fonctionné. On peut dire au bout de 3 ans qui semble en tout cas se pérenniser. Et finalement la chose qu'on a fait pour que ce soit pérenne, on est quand même été obligé de passer par plusieurs étapes. Et comment faire ce changement, comment faire pour qu'il fonctionne et comment faire pour qu'il soit pérenne? La première chose, c'est qu'on a quand même attisé la curiosité des collègues avec qui nous travaillons. On les a rendus curieux à cette nouveauté, à ce What Matters to You, comment on peut mettre ça en place. On s'est rendu compte qu'au début, il y avait beaucoup d'intérêt, mais très vite, c'est redescendu. La curiosité était passée. Ensuite, le matin à la relève, on s'est dit comment faire perdurer ça. Et là, on s'est rendu compte que malheureusement, un peu le seul moyen d'y arriver, c'était de les faire adhérer parce que nous, on leur demandait. En tant que manager, voilà, on vous explique quelle est notre vision, on vous explique ce vers quoi on veut aller. On a essayé que ça vienne de vous-même. On s'est vu que ça s'est vite essoufflé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été très vigilant, je suis désolée du terme, mais un petit peu à l'imposer chaque matin. Dans nos transmissions, là, tu ne m'as pas dit ce qui était important pour la patiente. Alors, tu vas aller lui demander, puis tu vas revenir nous le dire. Donc, on est quand même passé par cette phase un peu difficile, parce que ce n'était pas évident. Ça ne ressemble pas en plus à notre style de management. Et on a parié là-dessus, en se disant, on est tous les deux convaincus que ça va apporter, certes, une plus-value aux patients,
mais que ça va apporter encore plus de plus-value à nos collègues. Et c'est là, je trouve, où c'est plutôt sympa de constater après 3 ans que maintenant, c'est fait en systématisation. On n'a plus besoin de leur demander. Et on entend maintenant nos collègues médico-soignants dire « Waouh, et vous savez quoi? Là, elle a dit qu'elle voulait ça, la patiente ou le couple, ceux dont on s'est occupé. Et puis, on a répondu à leurs demandes. Et nous, on éprouve maintenant, ce que vous disiez, du plaisir à travailler comme ça. » Donc voilà un petit peu la recette qu'on a appliquée. On a tâtonné aussi, hein, parce qu'on ne savait pas. Mais c'était pour vous dire qu'en tout cas, là, ça a plutôt bien fonctionné. Merci, bravo. Plaisir et fierté aussi. Ouais. Christian Barallon, la dernière question, mais je profite puisque vous avez levé la main pour vous lancer une autre balle. Madame Straguin parlait à un moment donné dans l'évolution des systèmes qualité. Et on a eu une discussion récemment qui nous illustrait que précisément aujourd'hui, au niveau de la Commission nationale de qualité, il y a une évolution qui nous permettrait parfaitement d'intégrer une orientation patient, une perspective patient, dans une idée d'assurance qualité chez nous. Donc de ne pas nous lancer dans un processus ISO généralisant, mais de profiter de ces exigences-là pour travailler et asseoir cette orientation-là et cette évolution culturelle. Si vous pouvez dire ça de manière un peu plus précise que moi, ça m'arrangerait. Oui, donc nous avons au niveau depuis 2021, la Commission fédérale pour la qualité s'est positionnée pour différents aspects et un travail très important avec les associations de patients au niveau de la Suisse. Et puis dans ce travail, il y a aussi une volonté d'identifier un système de management de la qualité. Et dans ce système de management de la qualité, actuellement, il n'y a pas de système qui apparaît comme étant le plus performant. Plusieurs apparaissent, comme l'ISO, comme le FQM. Et puis, on s'est intéressé au système que vous connaissez très certainement, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'hôpitaux qui étaient en Espagne marqués par Suisse. C'est la Joint Commission Internationale de certification qui a un gros programme sur les soins centrés sur le patient. Et puis, on s'est intéressé à cette dynamique. C'était pas réellement ma question, mais ça peut poser une question. C'est vous, par rapport à votre processus, par rapport à votre logique qualité, comment se positionnent ces process et puis ces différents éléments. Ça, c'était une question qui va en la suite de l'intervention de M. Meucli. Ma question était plutôt sur votre intervention que j'ai beaucoup appréciée et qui parle de l'ambiance qui règne parmi les professionnels et notamment de ce côté d'exemplarité. Ma question, c'est quand vous avez pris cette initiative de travailler avec l'expérience patient, quelle a été votre action sur la dynamique du travail d'équipe et est-ce que vous avez intégré le patient comme membre de l'équipe de soins? Eh bien, à l'hôpital, on commence. On a commencé parce qu'on n'avait pas aucun succès avec une stratégie de maladies chroniques. Et on a dit, ça c'est une mauvaise stratégie parce que tout le monde connaît les maladies chroniques et fait ça, c'est un mauvais chemin. Alors on a décidé de changer l'orientation pour ça. On a essayé d'intégrer les patients d'abord jusqu'aux premières minutes. Et surtout, l'idée d'exemplarité, je pense qu'on ne peut parler de recettes, comme vous disiez, non? Je pense qu'on a besoin de patience et de persévérance. Il faut travailler. Alors, le succès, c'est que les gens battent à la porte de l'équipe et disent « aidez-moi ». Ça, c'est un succès. Par exemple, le chef de gynécologie, c'est un grand chirurgien très connu à Barcelone. Et c'est le chef de chirurgie qui nous a demandé de travailler avec les patients. Ça, c'est un succès pour moi, non? Parce qu'il disait, viens, je suis très bon. Et il le dit, je suis le mieux. Je suis un bon chirurgien. Mais l'innovation a une limite. Je vais innover un peu plus. Et alors, je vais innover avec l'incorporation des patients. Alors, c'est ça une stratégie, un succès de progrès. Et à partir de ce point, c'est l'intégration des équipes, les intégrations des patients, les intégrations par un problème. Mais c'est très difficile. Je pense que la métaphore la plus bonne, c'est qu'il faut penser avec l'idée des cathédrales. Non? Pour avoir une cathédrale, il faut commencer. Mais probablement, les gens qui ont commencé les cathédrales, ils ne vont pas les finir. Non? Et alors, je n'ai pas les recettes, mais je pense que c'est l'idée que j'essaie de faire. Il faut commencer. Et alors, il faut travailler. Et il faut faire une petite chapelle aux côtés de la cathédrale eh bien, je ne suis pas religieuse, mais l'idée des cathédrales, c'est pour l'idée des choses qui ont besoin de temps. Non? Et que tu as une idée, à la fin, tu as l'idée très claire de ce que tu veux faire.
mais le parcours, c'est long. Non? Merci beaucoup. Oui, Christian? Oui, je vois, il y a plusieurs stratégies évidemment, mais une qui demande un peu moins de capacité que la deuxième, c'est de manière ponctuelle d'autoriser l'introduction de la perspective des citoyens, parfois patients, dans les différents comités décisionnels d'une institution. Non? Alors, un modèle qui s'appelle Esther, c'est un modèle suédois, où on forme un groupe de personnes dans ce rôle et ils ont autorisé par une décision du top management d'entrer dans des réunions, dans des contextes, réunions équipe, n'importe quoi. Après, il peut coacher, ils ont formé comme des coachs, il peut coacher l'équipe qui se réunit là, la direction par exemple, dans une approche What matters to you. Alors ça c'est, alors pour un hôpital avec, alors comme ici, peut-être 5-6 personnes, ça peut être très efficace. Autre comme Dartmouth Hitchcock, par exemple, à New Hampshire, des patients dans tous les comités. Ils ont 480 comités, quelque chose comme ça, hôpital universitaire. Ils ont une unité qui forme les patients, etc. Alors, vous pouvez imaginer les coûts de ça, non? C'est impossible. Alors, actuellement, on n'a définitivement pas suffisamment de ressources et aussi des personnes qui peuvent faire ça. Alors, pour moi, je crois plutôt de manière ponctuelle, un peu stratégique, et peut-être aussi sans l'annoncer à trop. Des fois, il faut faire plutôt que d'en parler, c'est ça. Merci. D'autres commentaires? Merci beaucoup. J'aime bien l'idée de la Sagrada Familia, parce que notre hôpital est terminé, fini, les comptes sont, n'est-ce pas, le chantier est terminé. Puis de voir là derrière une Sagrada Familia à construire et reconstruire qui nous dépasse finalement, ça donne de l'espoir, je trouve. Merci beaucoup aussi pour avoir montré que derrière, il y a une volonté, une culture qui bouillonne plutôt qu'une culpabilité qu'on n'a pas fait ça hier. Donc ça, je pense que ça fait pas mal réfléchir. On verra ensuite ce qu'on en fait. Pour le moment, je voudrais passer la parole à notre présidente, Brigitte Rory-Fettmans, qui est la présidente donc, du conseil d'établissement, pour la conclusion, la synthèse. Merci beaucoup. Merci Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos présentations, pour vos inputs, pour vos témoignages. C'est extrêmement inspirant. Moi, ce que je retiens d'abord, c'est... J'ai pris mon téléphone parce que j'ai pris quelques notes en vous écoutant, sinon on ne sait pas faire de synthèse. Ce que je retiens d'abord, c'est ce que vous avez dit, Madame Straga, vous l'avez dit aussi, je pense, Docteur Escarbil. L'expérience patient, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en plus, ce n'est pas une couche de plus, sur d'autres couches de changement dans les hôpitaux. C'est une toute autre façon de faire les choses. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. C'est vraiment une toute autre façon de faire les choses. Et c'est une façon différente de faire les choses qui va demander, vous l'avez dit, docteur Farin, un vrai changement de posture, un changement de perspective de l'hôpital, mais un changement de posture de tout qui travaille dans l'hôpital. Et en vous écoutant, je repensais à ce que disait Michel Foucault sur les savoirs. Michel Foucault, on l'a vu, il était en exergue d'un des livres. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais il est extrêmement inspirant. Michel Foucault, il parlait du savoir expert. Il disait le savoir expert, c'est extrêmement important, c'est le savoir de celui qui a appris, qui est allé à l'université, dans les hautes écoles, qui sait, et qui délivre son savoir et qui l'utilise pour faire le mieux possible. Mais il disait le savoir expert tout seul ne suffit pas. Il faut le savoir ordinaire. Et le savoir ordinaire, c'est celui qui vient de l'expérience, de celui qui vit des choses. Et c'est ça un petit peu le savoir patient, l'expérience du patient. Et il disait qu'il fallait les deux. Pourquoi ? Parce qu'il disait, et ça fait très écho à ce que vous avez dit, il disait le savoir expert tout seul peut conduire à des choses inutiles. Vous l'avez démontré avec le fameux centre de dialyse, où finalement la cuisine, le lieu de repas n'était pas utile parce que ça ne correspondait pas aux besoins des patients. À l'inverse, le savoir ordinaire tout seul, puis ça, il n'y a pas besoin de faire de grandes démonstrations, peut construire peut-être à des choses dangereuses, conduire à des choses dangereuses. Donc c'est vraiment la réconciliation des deux. Mais si on veut réconcilier les deux, je pense qu'il faut un ingrédient dont on n'a pas parlé ce soir. Ça m'a surpris parce que personne n'a parlé de ce mot-là. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez parlé de changement de posture, on n'en est pas loin. Je pense que ça va demander de l'humilité. Ça va demander de l'humilité parce que, dans le domaine de la santé particulièrement, on est tous formés à faire en sorte qu'on sait ce qui est bon pour l'autre. Et on essaie de faire tout pour le patient, vous l'avez dit, je pense que c'est une phrase que vous avez dit, on ne fait pas assez tout avec le patient.
on parle tout le temps du patient. Est-ce qu'on parle assez avec le patient? Je pense que c'est des excellentes leçons. Et moi, je suis persuadée qu'on avancera, et on avancera vite, et on avancera bien, si chacun se dit là où il est, dans la fonction qu'il occupe aujourd'hui, dans le poste qu'il a, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et qu'est-ce que je dois changer, et quelle va être la posture que je dois prendre si je veux rentrer là-dedans. Sinon, l'expérience patient, elle restera un effet de mode, alors qu'on a vu qu'elle peut être extrêmement structurante dans l'hôpital et extrêmement bénéfique finalement, parce que c'est ce qu'on cherche, hein, tous, c'est à faire le bien. Voilà, encore un grand merci pour tout ce que vous inspirez. Je pense qu'on va retenir beaucoup de choses de ces présentations de ce soir. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Je pense qu'il y a une petite suite. Il y a un apéro voilà. juste à la sortie. Donc, on vous invite à l'apéro. Merci beaucoup, on va les applaudir.